On a un partenariat qui est unique au monde avec Microsoft. Il faut apporter quelque chose à cette industrie qui est très très innovant. Parce que les gens ne t'attendent pas. Donne-nous 3 enseignements que tu as appris peut-être par les erreurs, de ce qui est important pour arriver à créer une super expérience. Un conseil que je peux donner pour les gens qui veulent créer une super expérience utilisateur, c'est je me présente de plus en plus comme un rêveur, un challenger qui rêve des choses incroyables dans plein de domaines différents et j'essaye de trouver le temps et la passion, la passion je l'ai, mais en tout cas le temps pour arriver à les réaliser. Alors ça a été dans le sport, maintenant dans l'entreprise, mais peut-être demain dans l'artistique ou à nouveau dans d'autres entreprises. J'ai pas envie de me coller une étiquette uniquement de sportif ou uniquement d'entrepreneur. Je suis vraiment quelqu'un qui me passionne de tout et qui aime avoir des challenges impossibles à essayer de relever. Donc du coup, tu dois avoir du mal avec la question qui t'es, où on te demande est-ce que tu es un entrepreneur, est-ce que tu es un sportif, est-ce que ça te met tout de suite dans une case, quoi. Ouais, je dirais un challenger, c'est ça, tu vois. Vraiment, la phrase qui me correspond, c'est un passionné challenger. Et ça veut dire quoi, challenger, pour toi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un domaine de prédilection, c'est que tous les domaines deviennent un challenge, que ce soit de l'artistique, comme j'ai dit, du sport ou de l'entrepreneuriat, mais la partie création est très importante pour moi. Par exemple, quand une boîte grandit trop, je le vois aujourd'hui avec Onoff, le fait d'avoir beaucoup de salariés, ça me plaît moins. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le font même mieux, beaucoup mieux que moi, de manager les équipes, etc. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui me plairait à terme à aller au bureau tous les matins, avoir 300 personnes qui bossent pour moi et être le patron qui manage ces 300 personnes. Je suis quelqu'un beaucoup plus qui aime sortir les projets de terre, avoir, on va dire, un rêve incroyable à réaliser et essayer de le créer de zéro et le sortir de terre, réussir ce challenge et après le mettre sur des rails et partir à un autre challenge. Alors on va parler de business, ça c'est sûr, dans cet épisode, surtout que c'est un sujet qui me passionne. Mais quand même, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour décider d'aller sauter de la Tour Eiffel. En sachant qu'en plus, la Tour Eiffel, je connais bien, parce qu'un de mes rêves, c'était d'organiser un séminaire à la Tour Eiffel. C'est vrai, waouh. J'ai pu vivre ce que c'était d'être au premier étage pendant 2 jours, on a fait ça 2 années d'affilée. C'est haut quand même. C'est haut. C'est très très haut, c'est diabolique. Qu'est-ce qui te prend, tu vois, de dire, tiens, et si l'année prochaine, 2 ans, je crois que c'est 2 ans avant 2 ans pour avoir l'autorisation. En fait, si tu veux, mon rêve de gamin, c'était de devenir champion de roller. Vers l'âge de 15 ans, c'est là où j'ai découvert la rampe, le half-pipe roller, et c'était vraiment un truc incroyable pour moi. Dès que j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est vraiment ça, c'était une révélation. Alors, en sachant qu'on peut faire peut-être une petite parenthèse, avant tu fais du tennis, c'est ça? Je faisais du tennis et je faisais du roller, même à l'âge de 5 ans au Trocadéro. C'était du jeu avec les copains, mais c'était pas de l'acrobatie. Et je faisais plein d'autres sports, j'étais même magicien professionnel pendant pas mal d'années. Mais j'ai découvert donc le half-pipe à l'âge de 15 ans et là, ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est important parce qu'il y a plein de personnes qui imaginent que des profils comme toi, par exemple, à 2 ans ou à 5 ans, tu sais directement. Alors, moi, pour le coup, là, c'était très particulier parce que je suis très proche de mon frère et mon frère a beaucoup de talent. Et en tout cas, il en avait beaucoup à l'époque et aujourd'hui toujours, évidemment. Mais quand il était très jeune, il avait beaucoup de succès. Il a vu des premiers rôles dans des longs métrages. En roller, il était plus fort que moi. Et frère aîné? Frère aîné, presque première série en tennis. Bref, toutes les filles, c'était pour lui, etc. Donc, moi, si tu veux, jusqu'à 15 ans, j'ai grandi dans l'ombre de mon frère. Je m'entendais très bien avec lui et mes parents, évidemment, ne faisaient pas de différence. Mais j'étais quand même complexé parce que dès que j'essayais quoi que ce soit, on le faisait avec mon frère et lui, il y arrivait mieux. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire à l'avenir. Et j'étais vraiment dans l'ombre à chaque fois de mon frère et un peu complexé. Je n'avais pas confiance en moi, etc. Et la seule chose que j'ai essayé dans ma vie sans mon frère, ça a été justement le half-pipe, la rampe. Donc tu découvres la half-pipe, tu dis ça, je veux. Et c'est ça. Et je pense que non seulement c'était ma vraie passion, mais en plus c'était la révélation parce que j'ai pu me détacher de ce complexe d'infériorité que j'avais par rapport à mon frère à ce moment-là. Et donc avant 15 ans, finalement, pour répondre à ta question, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire parce que j'avais pas de confiance en moi et je faisais pas mal de trucs, mais toujours dans le doute, quoi.
Et c'est là où tout s'est ouvert avec la rampe. C'est quoi ton interprétation de pourquoi pour ton frère ça se passait plus facilement, mieux Écoute, je sais pas. Ah non, ça c'est dur comme question. Je pense que la différence d'âge l'aidait évidemment. Il a énormément de talent aussi. Le fait d'avoir une éducation un peu hors norme avec mes parents, de voir la vie sans barrière, ça l'a aidé aussi pour justement essayer les choses d'une façon inhabituelle. C'est fou d'ailleurs, juste pour donner du contexte pour ceux qui savent pas, t'as jamais été à l'école. Et quand on dit jamais été à l'école, c'est pas fait de grandes études. T'as pas mis les pieds en maternelle. Exact. Mes parents, ils ont vraiment pris... alors, je vais pas dire un risque parce que dans leur point de vue, c'était pas du tout un risque. En fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, la vie est devenue beaucoup plus dure. Parce que, tu vois, tout est basé malheureusement maintenant sur la finance, l'argent, beaucoup plus qu'il y a 40 ans en arrière. Je me rappelle ce que me disait mon père quand il était plus jeune. Il me disait que pour lui, c'était facile de gagner de l'argent. Ce que tu avais comme salaire à la fin du mois était trop pour payer ton loyer, etc. Ce qui est beaucoup moins le cas. C'est fou qu'ils disent ça d'ailleurs. Ça montre qu'ils dépensaient peu, parce que tu as des gens qui peuvent gagner 10 millions par an et ça suffit pas. Bien sûr, mais c'est beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque. Si tu veux, à l'époque, tu n'avais pas de téléphone, tu n'avais pas d'internet, il n'y avait pas de marque de fringues. Je parle dans la jeunesse de mes parents. Hein. Tu vois, il n'y avait pas tout ça. La richesse était une richesse philosophique, psychologique. Les héros de l'époque, c'était les Brel, les Brassens. C'était pas du tout aujourd'hui des businessmen ou les influenceurs qui ont réussi d'une façon financière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mes parents, fondamentalement, ils se sont dit, nous, l'argent n'a aucune valeur, on s'en fiche complètement. La seule chose qui compte pour nos enfants, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Donc fondamentalement, ils n'avaient aucune peur du lendemain, malgré qu'on n'avait pas d'argent, parce que l'argent n'était pas un moteur. Donc eux, ils se sont dit, si nos enfants ne veulent pas aller à l'école et qu'ils veulent faire plein d'autres passions à côté, on va les soutenir, parce qu'on n'a pas cette peur au fond de nous qui dit, il faut qu'ils fassent des études, il faut penser à l'avenir. Il n'y avait aucune peur du lendemain. C'est dingue quand même ce truc-là. Sans argent. En plus, c'est ça qui est fou. Comment ça se fait que tes parents soient comme ça? Ils sont artistes, ma mère est sculpteur et mon père était acteur, metteur en scène. C'est la philosophie. Ils ont même jusqu'à aujourd'hui, même si demain j'ai la chance de devenir riche et que j'aide mes parents, mais mon père s'habillera toujours comme un clochard. C'est vrai? J'exagère en disant ça, mais c'est un peu vrai. Ils rigolent de ça ou pas? Ah, ils rigolent de ça. Pour te donner un exemple, il y a quelques années en arrière, j'ai eu la chance d'être sponsorisé par une grande marque de montres, marque de luxe. Et donc, j'avais le droit, dans mon partenariat, d'avoir une dizaine de montres que je pouvais avoir soit pour moi, soit que je pouvais offrir. Donc, j'ai dit à mes parents, je leur ai montré le site internet, je leur ai dit, vas-y, cadeau choisi. Mes parents, ils ont dit, quoi? Jamais de la vie, c'est impossible. C'est pas moi. Et ça a toujours été cette richesse psychologique, mais je crois que la grande différence, une des erreurs malheureusement que font beaucoup de parents, c'est que même s'ils essayent de cacher la peur du lendemain, ils l'ont quand même au fond d'eux, ils la transmettent d'une façon ou d'une autre à leurs enfants. Et moi, cette chance, c'est que vu que j'ai pas eu cette peur, je sais que je peux avoir des échecs comme tout le monde, je sais que la vie est dure, rien n'est facile, hein, pour créer quoi que ce soit, on peut se planter, on peut perdre, on peut avoir des accidents, on peut se retrouver à la rue, mais j'ai pas cette peur de l'échec. Je sais que ça peut arriver, mais j'ai toujours la positivité que ça va marcher. C'est bon ça. Donc on en arrive, tu découvres le half-pipe, t'as un coup de cœur, tu te dis... je veux faire ça. Et tu te dis que ça va être jusqu'où d'ailleurs? Je rêvais d'en faire mon métier, mais c'était impossible à l'époque. Oui, très peu de sponsors. Il n'y avait vraiment pas de sponsors. C'était un magasin de rollers qui s'appelait Hawaii Surf, qui m'avait payé quelques billets d'avion pour aller au championnat du monde. C'était le seul qui me donnait des fringues et des rollers. C'était la seule chose que je pouvais avoir. Mais c'était aussi un moyen pour moi d'exorciser tout ce manque de confiance que j'avais. Et tu vois, pour te dire une petite anecdote marrante, la première compétition que je fais, pour moi, c'était le verdict ou pas. Est-ce que je vais être capable ou pas capable? Parce que dans ma tête, toute ma jeunesse, j'étais pas capable, tu vois. Et donc, je fais cette compétition. J'avais le niveau pour être assez bon dans la finale, mais je rate tout avec le track. J'ai un track de fou. Et je finis 11e et il n'y a que 10 personnes qui sont en finale. Donc, je loupe la finale, démoralisé au plus haut point. Ça se voit de l'extérieur que tu es démoralisé? T'es quel genre de personne? Ah oui, pour moi, j'étais dépité parce que pour moi, c'était, si tu veux, la chance de reprendre confiance en moi, de me prouver quelque chose, et là, je la rate et je finis 11e. Et je vais assister à la finale le lendemain, il y a un repêchage, je n'ai pas le temps de me mettre la pression, puisqu'ils me disent, les juges, en 5 minutes, ça va être à toi, mets tes rollers, tu vas le faire. Et du coup, je réussis l'enchaînement parfaitement et je finis 2e, le premier de toute façon était trop fort. Et là, j'ai compris, ça m'a guéri, j'avais plus jamais peur. T'as compris quoi en fait? J'ai compris que toute cette peur du manque de confiance en moi, c'était ridicule, qu'en fait, si je travaillais à fond, je pouvais y arriver. Et que c'était pas moi ou qui que ce soit, c'est que simplement, on est tous autant capables les uns que les autres, qu'avec du travail, de la persévérance et de la remise en question, tu peux battre toutes les barrières.
Je l'ai vu plein de fois dans ma vie parce qu'il y avait d'autres compétiteurs qui étaient beaucoup plus doués que moi, même dans le sport. Et finalement, l'acharnement au travail a toujours été plus fort que tous les plus grands dons de la vie. Bon, je vais te donner un petit peu de contexte sur moi. Je le fais rarement, mais là, je pense que c'est important pour que tu comprennes pourquoi tu m'inspires là maintenant et de la gratitude que j'ai d'être avec toi. Donc, en fait, moi, jusqu'à mes 15 ans, j'étais très complexé, mal dans ma peau, à beaucoup me comparer auprès des autres, trouver toujours quelqu'un de plus drôle, plus intelligent, plus beau, plus à l'aise avec les filles. Alors, il y a eu plusieurs événements, mais je vais t'en raconter juste un. La prof de français a décidé de nous faire du théâtre. Moi, j'étais terrorisé à l'idée de faire du théâtre parce que j'avais peur d'être ridicule devant toute la classe. Et c'était une pièce qui a été transformée en film par Louis de Funès. Et je me disais, pour être le moins ridicule possible, je vais regarder régulièrement le film, essayer de bosser cette scène. Et à l'époque, à chaque fois que j'ai des oraux à faire en classe, donc t'as pas connu ça, j'ai en dessous de 10 sur 20. Je suis vraiment pas à l'aise, je suis pas bon, je suis très stressé devant tout le monde. Je vais faire cette pièce de théâtre devant mes 30 camarades. Pour moi, c'est la terreur de faire ça, hein. Et 2 mois plus tard, mon nom c'est Laroche, donc je suis à peu près à la moitié de l'alphabet, donc c'est long d'attendre chaque personne qui passe avant moi. Et la prof s'approche de moi et elle me dit, David, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, pour moi, je me dis, putain, c'est comme d'hab, c'est une catastrophe et ça va être ridicule. Et elle me met 20 sur 20. Et à ce moment-là, en fait, et c'est pour ça que je te parle de ça, ça a été un déclic de me dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bossé comme un malade cette pièce de théâtre. Et en bossant, je peux changer ma vie. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des interviews beaucoup de sportifs de haut niveau. C'est pour ça même que par exemple, un de mes séminaires favoris s'appelle non pas programmer pour réussir, mais entraîner pour réussir. Je crois que les gens, ils réalisent même pas à quel point ils peuvent changer leur vie à tous les niveaux, hein. Business, couple, santé, sport, avec la pratique, avec de l'entraînement et en investissant du temps. C'est une super histoire, hein. Bravo. Écoute, c'est encourageant et c'est tellement important de le dire, surtout dans ce monde qui est un monde d'image, d'instantanéité, où les jeunes rêvent de plus en plus à être connus ou à réussir des choses sans le travail derrière. Donc c'est génial de pouvoir mettre en avant le travail parce que avoir de la notoriété ou gagner de l'argent sans la galère pour y arriver, ça n'a pas le même goût à la fin et on n'est pas fier. Les éléments que j'ai pu avoir grâce au sport, je les apprécie parce que voilà, toutes ces galères que j'ai pu avoir. Alors on va revenir à la Tour Eiffel, mais je veux quand même qu'on prenne du temps sur ce truc-là. Ça a l'air d'être un déclic hyper fort en fait pour toi ce moment. Pour moi ce moment, ouais, ça a été un déclic. Et donc après, je suis devenu champion de roller. J'ai pu vivre de ça, donc ça c'était extraordinaire. Le rêve de gamin de se dire je vais faire des compétitions, voyager dans le monde entier. Et donc au début je me suis dit ça va durer un an, 2 ans. Et finalement ça a duré dans ma longueur. Et j'ai pu en vivre quasiment pendant 20 ans, à faire le tour du monde, à faire des compétitions partout. Alors il y a eu les hauts et les bas, hein. Je me suis retrouvé à l'hôpital tout le temps. Beaucoup de stress. Je me suis rendu compte que le sport allait pas durer toute la vie, donc il fallait vite mettre la casquette d'entrepreneur pour essayer de créer des choses à côté, pour penser à l'avenir. Et pourquoi toi tu t'en rends compte alors qu'il y a plein de sportifs qui s'en rendent pas compte? Pour plein de raisons. C'est que vers l'âge de 12 ans à peu près, mes parents ont commencé à avoir des problèmes financiers. Après ils ont eu un restaurant, etc. Et donc à 20 ans, quand j'ai commencé le roller, mes parents avaient à peu près 200 000 euros de dette. Et donc je me suis dit, ils sont extraordinaires humainement, mais businessman, pas du tout. Donc, si tu veux, c'est aussi pour ça que j'ai développé cette casquette businessman, parce que je me suis dit, je vais garder leur casquette artiste qui m'ont enseigné, parce que c'est moi, mais à la fois, il faut que je sois meilleur que dans les affaires pour essayer de sécuriser un peu l'avenir. Et le problème, c'est que le roller, c'est pas le foot ou le tennis, on gagne pas beaucoup d'argent. Et vu que j'avais, comme tu l'as dit au début, j'ai aucun diplôme, j'ai jamais été à l'école, donc très vite, j'ai eu la chance de démarrer en roller. Il m'a fallu à peu près 2 ans pour rembourser leurs dettes. Et après, je me retrouve avec la responsabilité familiale, financière de toute la famille. Ça te fait quoi d'avoir réussi à rembourser à ce moment-là la dette de tes parents? Bien sûr, c'était extraordinaire. Mais si tu veux, le rêve de gamin, c'était d'aller même plus loin. C'était de me dire, j'ai envie de mettre un jour toute la famille à l'abri, et pas pour avoir la plus grande maison ou la plus grande voiture, simplement pour leur donner la liberté de pouvoir, à eux, refaire. Mon père, peut-être recommencer le théâtre. Ça te touche, j'ai l'impression, là, de parler de ça. Ah bah évidemment. Tu ressens quoi, là, du coup? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est un élément extrêmement important pour moi. Là, on est dans ton cœur, de gars. Ouais. J'ai couru un peu derrière ça quelques années, quoi. Mais j'y arrive, hein, je suis en train d'y arriver. En tout cas, je te remercie de laisser s'exprimer ça, et ça, c'est puissant, hein. C'était important que si tu veux, je voyais mes parents dans une difficulté financière. Ils sont extraordinaires, ils ont tellement fait pour moi et ils n'ont jamais rien demandé, ils n'ont jamais rien attendu. D'abord, en fait, dans la vie, tu
essaye de t'aider un peu toi et après de pouvoir aider tes proches. Donc dans le futur, j'espère pouvoir penser à plus de gens dans le futur. Mais j'avais besoin de tourner ces pages avant de penser à tout le monde. Je vois très bien, je le ressens même, je dirais. Quand tu dis la troisième phrase, j'ai l'impression que ça te prend encore plus au trip. Ce passage de « il y a me céder soi », il y a « je vais aider ma famille » et à chaque fois que tu es sur la fin de la phrase, je sens qu'il y a un truc qui est encore plus fort. C'est qu'est-ce qui oui, non. C'est-à-dire que dans la vie, à quoi bon de réaliser des choses si c'est que pour son orgueil personnel? C'est important de réaliser ses propres rêves au début pour avoir un peu de confiance en soi, pour sécuriser, etc. Mais à la fin, tu as envie de rendre les gens heureux et on voit vraiment que le bonheur est un fin équilibre. Il y a la santé qui peut arriver, on peut avoir des problèmes de santé à tout moment. Il y a l'entourage, il y a la vie personnelle, etc. Et donc, j'essaye d'aider au maximum et en même temps penser à ma vie, mais sûrement, en tout cas dans un futur lointain, j'essaierai d'aider à plus grande échelle. C'est une évolution plus logique d'une vie que je vois. J'ai pas envie de vieillir en n'ayant que des trucs pour moi, ou personnels. J'ai envie de pouvoir essayer d'aider, mais par contre changer les choses. Toujours quand je fais des choses, c'est d'essayer de le faire à fond. Donc peut-être un jour, j'espère que je pourrai aider à grande échelle, on verra. Et si t'aidais à grande échelle, ça serait sur des thèmes en particulier? C'est trop tôt pour le dire, parce que je le fais à 100%, donc il faut que je me plonge dedans, que j'analyse les problèmes dans la profondeur. En tout cas, il y a un des problèmes que j'ai identifié, par exemple, c'est l'éducation. Un truc qui est certain, c'est qu'un jour, je ferai une école, par exemple. Parce que cette façon de voir la vie sans aucune barrière, je vois qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants traînent avec eux comme un boulet de leur éducation. Voilà, je vois que c'est toi que ça te touche. Putain. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vois autour de toi, quand tu demandes aux gens, tu vois que les gens, on leur a toujours dit, c'est pas possible, tu peux pas le faire, t'es tout seul, t'as pas d'argent, t'as pas fait d'études, arrête de rêver, sois sérieux, pense à ton avenir. On casse les rêves de beaucoup d'enfants. Et donc, je vais essayer un jour de faire une école sur la liberté, qui sera également très portée business. Hein. Je suis un businessman avant tout, mais où je casserai pas les rêves. Ça sera par exemple un des trucs que je ferai. Mais pour ça, il faudra que j'aille dans les écoles et que je comprenne profondément les problèmes, puisque j'ai jamais été. Voilà, je vais aller d'une feuille blanche, je vais regarder ce qui est bien, je vais le garder, ce qui est pas bien, je vais le mettre de côté. Tu m'appelles quand c'est le moment. Gentil. Non, c'est beau. Aïe, aïe. Bon, alors reprenons à notre Tour Eiffel. À la Tour Eiffel, écoute, à la Tour Eiffel, c'était une évolution logique parce que j'étais un peu frustré, malgré que j'avais réussi dans le sport à être champion du monde et aller au bout de ce sport. Je voyais que c'était un sport un peu marginal. Le roller ne passait pas en prime time à TF1, ce genre de choses. Quand on était à côté d'un footeur ou d'un tennisman, évidemment, ils avaient tout sur un plateau et pas moi. Je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin et amener mon image et celle du sport auprès du grand public. J'ai essayé de mélanger un rêve que j'avais envie, totalement faux, avec même une stratégie marketing, c'est-à-dire de faire un truc monumental que tout le monde peut s'identifier, connaître et revoir, etc. La première idée, avant même de faire la Tour Eiffel, c'est de vouloir faire un saut par-dessus la Seine devant Notre-Dame. Wow. C'est ça l'idée de base, c'est que les autorisations étaient très dures. En fait, il fallait couper la Seine pour les péniches, la rive gauche pour les voitures. Il fallait monter une rampe de 30 mètres sur la rive gauche. Il y avait des histoires de poids qui étaient complexes. Donc ça voulait dire, tu prends de la vitesse. J'ai une rampe de lancement comme une piste de ski qui est sur la rive gauche, qui monte à 30 mètres à côté des immeubles. Et je prends de la vitesse à près de 100 km à l'heure et je fais un saut d'un côté à l'autre de la Seine et j'atterris sur l'esplanade de Notre-Dame. C'était génial, sauf que l'autorisation a été compliquée. Donc le gouvernement m'a dit, essaye peut-être d'autres monuments de Paris. C'est vrai qu'il leur a dit. Ils m'ont dit, va vers la Tour Eiffel, peut-être là-bas c'est possible, mais c'était un peu la phrase, va là-bas et comme ça t'arrêtes de nous embêter en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, j'ai même pas entendu le peut-être, je suis reparti au quart de tour, j'ai monté une équipe et je me suis battu pour avoir les autorisations. Mais alors à ce moment-là, c'est quoi ton expérience? Alors forcément, t'es bon en roller, il n'y a pas de doute à ce moment-là, mais est-ce que t'es entraîné? Non, c'était un des soucis, de toute façon, sur les 2 records que j'ai faits, c'est que la structure même et le lieu du saut et le saut lui-même, on n'arrivait pas à le reproduire dans un terrain d'entraînement. Donc c'était extrêmement compliqué. À la Tour Eiffel, justement, je voulais monter la rampe identique sur un terrain vague pendant des mois et faire le saut 2000 fois avant de le faire à la Tour Eiffel, pour le faire petit à petit, passer la peur
etc., etc. Et le problème, c'est que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'argent. Et donc, je me suis retrouvé le jour J sur cette nacelle qui tangue avec le vent à 40 mètres de haut, quasiment sans l'avoir fait, quoi. J'ai essayé 2-3 jours avant de faire un mini saut juste pour voir ce que ça allait faire, mais c'était horrible. Je savais techniquement ce que je devais faire parce que ça ressemblait à des sauts que je pouvais faire, mais à des hauteurs qui n'ont rien à voir. Au championnat du monde, la rampe, elle fait 3,50 m de haut et un saut comme ça me ferait sauter à 2 mètres au-dessus. Donc ça veut dire que je suis à 5,50 m du sol et je fais un saut dans la rampe. Là, je suis à 40 mètres. Donc oui, c'est le même saut. Techniquement, c'est le même mouvement, sauf que je passe de 5,50 m à 40 à des vitesses totalement délirantes. Donc c'est sûr que c'était psychologiquement, quand je suis monté sur cette nacelle, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Et c'est cool. Combien de temps entre le moment où, entre guillemets, c'est sécurisé, la nacelle va être construite, et combien de temps avant, tu peux plus revenir en arrière ? L'autorisation signée de la mairie de Paris, elle arrive 2 mois avant. Ok. Et de la préfecture, c'est 2-3 jours avant. Mais donc, globalement, je sais 2 mois avant, enfin, que j'ai l'autorisation. D'accord. Sauf que je dois trouver les sponsors pour le faire, et je n'ai pas les sponsors à ce moment-là. Et donc, finalement, les 2 mois, déjà, j'ai pas la structure pour m'entraîner. Donc tu t'entraînes comment ? Alors c'est quoi Je peux pas m'entraîner. La seule chose que j'ai fait, c'est que si je me suis fait tracter à 100 km/h derrière une voiture sur le circuit de Montlhéry, mais bon, ça, de toute façon, je l'avais fait toute ma jeunesse derrière des voitures, c'était pas, je savais le faire et j'en savais, même tous mes copains aussi savent bien s'accrocher derrière une voiture à 100, 150, on sait faire ça, mais le saut lui-même, j'ai pas pu. Donc en fait, globalement, 3 jours avant, la rampe est finie, j'arrive sur site devant la Tour Eiffel, je vois que la rampe est finie, et là, j'ai 3 jours pour essayer à peu près avant le jour J. Le danger, c'est que si je me casse la jambe, imagine la veille ou 2 jours avant, tout le rêve s'effondre. Donc c'est même pas la jambe pétée qui me fait peur. Parce que me casser la jambe, je l'ai déjà eu pas mal de fois, ça me faisait pas peur particulièrement. C'est de me dire, mais si tu tentes un truc avant, tu prends le risque d'évaporer le rêve. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais avaler dans ma vie, tu vois. J'ai essayé de faire quelques petits sauts avant, sans prendre de risques, et malheureusement, il y a quand même eu un raté, puisque je finis à l'hôpital le vendredi soir, la veille du saut. Et je finis à l'hôpital, ce qui a été dommage, même pas sur le saut lui-même, sur le freinage qui m'a été imposé par la mairie de Paris, parce que je ne pouvais pas allonger la rampe sur l'herbe. Des contraintes techniques de tous les côtés, mais bon, après, écoute, c'est les aléas, et c'est ça l'expérience de ce saut. Et du coup, le saut, après cette blessure, tu le fais. Alors, le saut, comment je le fais finalement ? Déjà, le saut la veille, je ne l'avais pas du tout fait à la même hauteur. Le lendemain, je le fais, évidemment. Alors, le lendemain, déjà, je me suis dit, je suis traumatisé de peur sur la nacelle qui tangue avec le vent comme un mât de bateau. Non, mais alors, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu as peur, tu ressens de la peur. Ah, je ressens une peur de fou furieux. Ah oui, c'est comme un saut à l'élastique. C'est-à-dire, personne n'est habitué à ça. Tu ne peux pas te mettre à 40 mètres au bord du vide et dire t'as pas peur. Sauf dans le saut à l'élastique, entre guillemets, on pourrait se dire que t'as que à sauter. Et après, c'est la technique qui va gérer. Exactement. Là, tu dois oser y aller, mais c'est pas parce que tu oses y aller que tu vas bien le gérer. Voilà, alors déjà, j'ai essayé de manipuler mon cerveau pour exorciser la peur. Donc, j'ai fait avec 3 techniques. Je me suis dit d'abord, première technique, Taïk, tu vas sauter. T'as mis toutes tes économies. J'avais mis 150 000 euros à titre personnel pour pouvoir sauter. J'avais pas assez de sponsors. J'avais eu l'autorisation de sauter la Tour Eiffel. Il y avait 100 000 personnes en bas. Il y avait mes parents au pied de la rampe et tout ça. Je me suis dit, tu vas pas te dégonfler devant tout le monde maintenant que t'en es là. Donc finalement, que tu aies peur ou que tu aies pas peur, le résultat va être le même. Donc au point où t'en es, saute. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, je me suis dit, au point où t'en es, autant ne plus pas avoir peur. De toute façon, ça va être la même chose. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je me suis dit, qu'est-ce qui peut concrètement t'arriver ? Normalement, tu ne devrais pas mourir. Ça peut arriver, mais ça peut arriver n'importe quand. Tu peux traverser la rue, tu peux mourir. Sur un saut en roller, sur une rampe normale, je peux aussi mourir si je fais une mauvaise chute. Mais normalement, là-dessus, ça ne devrait pas m'arriver. Par contre, me casser un bras, une jambe, ça a de très fortes chances de m'arriver. Mais je me suis dit, si c'est que ça, c'est pas très grave. J'ai dédramatisé, tu vois, la peur panique devant le vide. Je me suis dit, mais pourquoi tu as cette peur panique ? C'est que un bras ou une jambe de cassé ? Pas très grave. Relax. Tu as déjà eu ça, tu connais le processus de l'opération. Donc j'ai dédramatisé l'accident. Et le troisième point, je me suis dit, c'est quand même un des moments les plus incroyables de ta vie. Va pas gâcher ça avec la peur. Et le fait de m'être manipulé comme ça, et ben le moment du saut, fini. Je t'assure plus aucune peur. Pendant le saut ou juste avant? C'était fini. Pendant tout le show, c'est-à-dire monter, je me prenais pour Superman. C'était fini, quoi. J'avais juste une technique, c'est que je ne voulais pas regarder le vide.
parce que regarder le vide, c'est quand même dur. Donc en fait, juste avant le démarrage du saut, c'est-à-dire avant de partir dans le saut, j'ai parlé au public. Du coup, je regardais au loin, je regardais surtout pas au milieu du vide, parce que sinon ça allait me faire tourner la tête. Et après, j'ai regardé tout de suite mon atterrissage pour me concentrer sur ce que je devais faire. Et le danger, pour que les gens comprennent, vu que j'atterris sur une rampe en U, c'est comme un toboggan géant. Si j'arrive pile dans la courbe du toboggan, globalement, il ne m'arrivera rien. Parce que c'est comme un toboggan géant, même si je dis j'arrive la tête la première, je vais glisser, alors peut-être à 100 km/h ou à 70, mais je vais glisser. Ce qui est dangereux, c'est si, vu que je pars 10 mètres au-dessus, je me décale trop vers l'avant, je ne tombe plus de 10 mètres, mais je tombe de 25 ou 30, et je ne tombe plus sur de la verticale courbée, je tombe sur du plat, et là je me casse les jambes et je m'écrase en bas. Et si je pars trop près, je tape le bord de la rampe, après 10 mètres, et là globalement je me casse les jambes, et je rebondis, et je retombe 30 mètres plus bas. Donc globalement, le danger, c'était de viser précisément 10 mètres plus bas l'atterrissage. Il fallait pas que je sois trop loin et il fallait pas que je sois trop près. Et vu que la nacelle, elle tanguait avec le vent parce qu'elle n'était pas attachée à la tour Eiffel, quand on revoit la vidéo, je suis en train de viser mon atterrissage. Je regarde précisément l'atterrissage et j'essaye de viser la distance. Sachant qu'en l'air, tu as des moyens d'action ou pas? Non, juste si quand même, tu as les moyens d'allonger ou raccourcir ton corps, mais tu peux pas le déplacer. Parce qu'une fois que tu es lancé, tu peux pas battre des ailes et déplacer. Mais vu que je suis à l'horizontale, je peux allonger mon corps au maximum si je suis trop loin pour toucher la rampe, ou le recroqueviller au maximum si je suis prêt. Et l'émotion là, quand tu vois que ça va, quand tu réalises que tu l'as fait et que ça passe, c'est comment? Le premier saut, j'ai raté mon atterrissage, mais c'était pour oser quand même me lancer. J'étais trop loin de toute façon et j'ai raté mon atterrissage, mais ça m'a encouragé de me dire « Ok, ça y est, tu t'es lancé, tu l'as fait, hop, maintenant je remonte tout de suite et je vais essayer de réussir le saut. » Une sensation que j'ai jamais vécue dans ma vie, je l'ai vécue qu'à la Tour Eiffel, et qui m'a impressionné le moment du saut, c'est la vitesse d'accélération avec le vent dans les oreilles. C'était quelque chose de très 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 bizarre. C'est comme, oui, c'est vraiment le vent dans les oreilles qui... Une accélération assez dingue qui m'a impressionné. Mais du coup, le deuxième saut, je l'ai réussi. J'ai réussi à retomber sur mes jambes. Je suis resté jusqu'au marquage. Après, je me suis laissé tomber, malheureusement. Et j'ai freiné dans les airbags. Donc, visuellement, c'était un peu moins bien parce que c'est comme si je tombais. Mais bon, c'était la vie. Et t'as battu le record quand même. Voilà, j'ai battu le record. Dans les peurs que t'exprimes, c'est des peurs liées beaucoup à ta sécurité. Il y a 100 000 personnes en bas. Il y a tes parents. Il y a, je crois, plus ou moins 1 million de personnes qui sont en direct, qui sont en cumul avec les réseaux, je ne sais pas combien on peut compter. C'est quand même beaucoup de monde. Est-ce que tu as la peur du ridicule ou Non, j'ai pas la peur du ridicule parce que j'essaye de faire les choses à fond et être en plus, en tout cas, surtout quand on a fait des compétitions, etc., on est là pour le public et on est un sort de gladiateur moderne et on prend même des risques sur sa santé réelle pour le show, pour le public. Ça m'est arrivé, par exemple, il y avait au Trocadéro une rampe dans une compétition, une grosse compétition. Il y avait une figure que j'avais appris à l'entraînement qui était un double saut périlleux avec une vrille et demie, mais je ne le maîtrisais pas à 100%. Je m'entraînais sur un airbag de sécurité à l'entraînement, donc j'avais pas de risque de le faire à l'entraînement. Mais le jour de la finale, je l'ai tenté. Je savais que j'avais 8 chances sur 10 de m'exploser complètement. C'est quoi qui fait ça? C'est l'adrénaline qui te fait le faire le jour même? Ouais, c'est l'adrénaline, vraiment comme un gladiateur moderne. C'est-à-dire qu'on a envie d'en faire le show avec le public, on a un échange avec le public, on a envie de braver le danger, le risque avec lui, quitte à finir à l'hôpital. Et c'est ce qui m'est arrivé, hein. J'ai fini à l'hôpital, le casque s'est cassé, je me suis pété le poignet, tu vois, c'est cette grosse cicatrice ici. Plein de fois, ça m'est arrivé sur une autre finale pour le coup, où en pleine finale, je me casse le ligament croisé du genou. J'avais fini mon enchaînement, c'était fini, la compétition était terminée. Que j'étais tombé, mais que pour le show du public, je suis remonté et là j'ai réussi avec la jambe pétée, une figure que personne n'avait jamais réussi au monde encore. C'était le Gravity Game, mais pareil, voilà, c'était que pour le show du public. Et ton rapport à la douleur, il est comment? Parce que c'est ça qui peut... Enfin, moi, je m'imagine à ta place, je me dis, je vais me casser la jambe. Non, là, pas plus que quiconque. J'ai mal comme tout le monde. Comment tu le perçois, en fait? C'est quoi? Qu'est-ce que tu te racontes en cas de... Déjà, quand tu fais de la compétition, tes entraînements, tu tombes tous les jours. Donc, tu vis avec des brûlures et avec des bleus toute l'année. Donc, tu t'habitues à ça. Et est-ce que ça te fait moins mal avec le temps? Non, ça fait pas moins mal. C'est pareil, mais on s'habitue à tout. En fait, ce qui fait souvent peur aux gens quand ils se cassent quelque chose, c'est la peur de l'inconnu. Tu vois, ils se disent si j'ai une fracture ou quoi que ce soit, c'est l'idée de la fracture plus que la fracture elle-même. Et heureusement, je touche du bois, hein, mais j'ai pas eu de fracture ouverte.
Ça doit être plus dur. Moi, je n'ai pas eu, heureusement. Mais bon, voilà, c'est comme d'habitude. Quand tu te casses quelque chose, c'est dur. Quand tu te fais opérer, les 3 premiers jours, c'est la galère. Parce que les 3 premiers jours, tu as vraiment mal. Donc, j'avais mes techniques. Tu vois, ce que je faisais, c'est que j'essayais de moins dormir possible avant l'opération. Pour qu'après, tu sois crevé. Pour qu'après, je sois crevé. Et comme ça, je dors le maximum les 3 premiers jours. Que ton corps, même entre guillemets, endormi, du coup, il va faire le travail de récupération. Exactement. C'est-à-dire, les 3 premiers jours sont toujours durs. Donc, si tu peux les passer le maximum en dormant, ça aide. J'ai envie de comprendre comment tu trouves l'idée de on-off qui, en tout cas, au premier abord, n'a rien à voir avec le roller, ni au sport. C'est hyper intriguant, quoi. Comment ça se passe? Je vais justement expliquer comment j'en arrive là. C'est que j'ai créé pas mal de boîtes en parallèle de ma carrière de sportif. À chaque fois, j'ai appris quelque chose de chacune de ces aventures. Au début, j'ai eu un magasin de rollers. Après, j'ai commencé à conseiller les mairies pour faire des skateparks. Après, j'ai fabriqué moi-même mes skateparks que je vendais aux mairies. Après, je fabriquais des rampes et je faisais des shows avec plein de riders dessus. Après, j'avais une boîte qui faisait des gammes de papeterie, maroquinerie scolaire. D'abord à mon effigie que je vendais à Carrefour. Donc, les enfants achetaient des agendas à écrits à Carrefour. Mais après, je vendais l'agenda Tony Parker, Matt Pokora, Christophe Maé, Nintendo, MTV. Comment tu as eu les licences de ça? Au charbon, j'ai été les voir. J'ai convaincu de me vendre leur licence en exclusivité. Je faisais les designs la nuit sur Photoshop. J'allais moi-même à Carrefour la semaine les vendre aux centrales d'achat. Après, j'ai eu une autre boîte où je vendais des boissons énergétiques comme Red Bull avant que Red Bull se lance en France, etc., etc. Et à chaque fois, j'ai appris différentes choses. Et donc, il y a 6 ans en arrière, c'était une remise en question un peu totale dans ma vie parce que j'arrivais plus à remonter des records. Là, j'arrivais proche des quarantaines. J'étais sur le lit d'hôpital. La jambe cassée à nouveau. C'était la routine, mais c'était quand même un moment à me remettre en question. Je m'étais séparé de mon ex. Les records, j'arrivais pas à les remonter. Lié au corps qui... Non, les autorisations, c'est obtenir l'impossible. D'accord. Si tu veux, j'ai essayé de convaincre chaque gouvernement dans chaque pays de me donner leur monument symbolique. La Statue de la Liberté à New York, le pain de sucre au Brésil, etc. Donc la place rouge à Moscou, pour faire des sauts. Et si tu veux, c'est à réaliser l'impossible, c'est l'autorisation quasiment. Et donc, tu peux passer des années, ça peut te prendre 5 ans, où comment il faut vivre, quand même, au jour le jour, et j'ai pas de sponsor pour vivre, etc. Et peut-être, j'aurais pas l'autorisation à la fin. Les records, j'y arrivais pas. J'avais écrit un long métrage que j'avais essayé de monter à Hollywood, j'avais fait des cours de comédie, j'avais signé un long métrage qui s'est pas fait à la dernière minute. C'était un moment où j'avais une remise en question totale, et je me suis dit, il y en a marre d'être à la fois dépendant du dernier maillon de la chaîne, qui sont finalement les financiers. Les records, j'avais besoin des sponsors. Les films, j'avais besoin des producteurs. À chaque fois, j'avais besoin des financiers qui parfois sont juste des banquiers qui n'ont aucune vision. C'est pas des créatifs. Ça d'un côté. Et de l'autre côté, je me suis dit, il faut que je sorte de ce boulet au pied que j'ai d'être dans un petit univers. Parce que même si c'était mon rêve de faire du roller, je suis très content d'avoir fait des sports extrêmes, je voyais bien que c'était beaucoup plus dur de sortir du jeu là-dedans qu'un footballeur ou un tennis qui a tout sur un plateau. Donc je me suis dit, il faut que j'écrive une sorte de formule magique qui résume globalement tout ce que j'ai appris dans ma carrière d'entrepreneur ou de sportif. Et comme ça, je vais construire mon idée sur des bonnes bases. J'ai mis 8 points. Le premier point, je me suis dit, il faut choisir la plus grande industrie au monde. C'est là où je me suis dit, télécom, je suis sûr de ne pas me gourer. J'y connaissais rien, mais je me suis dit, au moins, là, il n'y a pas la crise. Le nombre d'heures que je travaillerai sera le même, mais au moins, je serai dans une grande industrie. Le deuxième point, je me suis dit, il faut ubériser cette industrie. Alors ça, c'est le grand mot que les gens utilisent. Mais en gros, il ne faut pas être propriétaire des actifs, mais être cet intermédiaire. Quand tu regardes, par exemple, Uber est le plus grand réseau de taxis au monde, mais ce n'est pas eux qui sont propriétaires des voitures. Donc je me suis dit, est-ce que je peux créer le plus grand opérateur au monde sans être propriétaire des antennes? Ou en tout cas, peut-être pas le plus grand, mais un opérateur au monde sans payer les antennes. Le troisième point, je me suis dit, l'expérience utilisateur est roi. C'est-à-dire que si tu vends quelque chose qui est plus pratique pour les gens, ça va marcher. On le voyait avec les applications comme Uber. Tu reçois la facture sur ton téléphone, tu vois le taxi qui arrive, tu as la petite bouteille d'eau qui va bien, tu es toujours sûr d'avoir le bon prix, etc. Quatrième point, je me suis dit, il faut que je sois propriétaire de ma marque. Parce que par exemple, quand j'avais eu la marque de Tony Parker et que j'ai perdu la marque de Tony Parker après 3 ans, ça a fait un grand trou dans mon chiffre d'affaires. Donc je me suis dit, plus de fois la même erreur, il faut que je crée une marque et que j'en sois le propriétaire. Cinquième point, je me suis dit, il faut que ce soit une marque qui soit vendable de la même façon dans tous les pays. Parce que pour reprendre l'exemple de Tony Parker, ou même mon image perso, le Tony Parker se vendait bien en France, mais au Japon, il fallait trouver le Tony Parker japonais. C'est pas international.
Alors, donc, je me suis dit, il faut que je crée ma marque et que je crée une sorte de même produit, parce que quand tu fais, par exemple, une collection de fringues, bah, tu dois faire tous les ans une collection différente. Chaque pays a un peu sa tendance. Donc tu voulais quelque chose qui soit uniforme. Si ça marche bien, ça marche pour tout le monde. Exactement. Et 6e point, il fallait que ce soit un produit qui a une distribution mondiale. Vu que j'étais dans la distribution avec les centrales d'achat, puisque j'ai travaillé des années avant mes gammes de papeterie, les boissons, etc., chez Carrefour, Leclerc, Casino, etc., et que j'allais personnellement négocier tous les remises arrière, RFA, PP, catalogue avec tous les acheteurs nationaux dans toutes ces centrales d'achat, je me rendais compte que même si tu as le meilleur produit du monde, celui qui détient la distribution, c'est lui le chef. Parce que si à la fin on ne voit pas ton produit sur les rayons, de toute façon, les gens ils sont même pas au courant. Je le voyais bien en gamme de papeterie. Si je voulais vendre aux États-Unis, il fallait convaincre le Carrefour américain qui était Walmart. Donc c'était très dur de mondialiser. D'où les applications. Je me suis dit avec les applications, même je donne 30% à Apple et Google, mais tout de suite c'est mondial. Le 7e point, je me suis dit, vu que j'ai eu un magasin de rollers, je me suis dit, il faut que ce soit un produit digital parce que le magasin de rollers, si je voulais vendre des millions de paires, ben je devais avoir plus de stock, plus de salariés, avoir des locaux plus grands. C'est pas scalable. Et c'était que du lundi au samedi, de 9h à 18h, alors qu'un produit digital, même à 3h du matin, tu peux vendre 1 million de forfaits en plus et tu n'as pas augmenté tes équipes. Et le 8e point, qui était le plus facile à dire, mais le plus dur à imaginer, c'est il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. C'est pas vraiment qu'il n'existe pas, il faut apporter quelque chose à cette industrie qui est très très innovant. Parce que les gens ne t'attendent pas. Soit tu as fait des études dans cette industrie et tu as des millions d'euros et tu peux investir, acheter des marques, etc. Mais quand tu viens d'en bas comme moi et que tu n'as pas d'argent, que tu es tout seul sur ton lit d'hôpital et tout, il faut vraiment apporter quelque chose en plus, sinon on ne donne pas ta place. Donc c'est ces 8 points que j'ai mis sur mon lit d'hôpital et donc je me suis dit qu'est-ce que je peux trouver qui n'existe pas dans les télécoms. Et l'idée était toute bête, c'était de me dire on est quand même dans un monde où tout est dans le cloud. Nos fichiers avec Dropbox, nos musiques avec Spotify, nos films avec Netflix, même nos emails. Tu vois, si toi tu perds ton portable demain, tu peux regarder tes mails sur mon téléphone, sur ma tablette ou sur un ordinateur dans un Internet café. Parce que ton adresse email, elle n'est pas bloquée dans ta carte SIM, elle est virtuelle. Et ton numéro de mobile, lui, c'est pas le cas. Il est coincé dans ta carte SIM. Si tu perds ton téléphone, par exemple, dans un voyage au Brésil, eh ben, t'es cuit. Il faut rentrer en France, aller physiquement dans un magasin Orange ou SFR pour récupérer ce petit bout de plastique, pour récupérer ton numéro. Et je me suis dit, ça, c'est un non-sens. Comment ça se fait que dans une technologie incroyable, dans un monde où il y a une technologie incroyable, où tout est dans le cloud, pourquoi notre 06, notre numéro, est lui encore physiquement bloqué? Donc voilà, je me suis dit, si techniquement et légalement c'est faisable, ça va être extraordinaire. Et ce qui était marrant, c'est que sur le lit d'hôpital avec les médecins, je disais aux médecins, mot pour mot, je disais, purée, dans 3 semaines, je vais avoir une réponse d'un ingénieur télécom qui va me dire si c'est faisable, parce que j'ai demandé à un ingénieur télécom, et si c'est faisable, ça va changer ma vie. Je le savais déjà. Alors tu sais, ça pose une belle question, parce que tu n'as pas d'expérience tech, de ce que j'ai compris. Hein. À zéro. Les devs, les ingénieurs de manière générale, mais encore plus les ingénieurs techniques, développement, c'est un peu les nouvelles stars. C'est super dur de les séduire, de les convaincre, de leur donner envie de nous rejoindre. L'écart qu'il peut avoir entre un très très bon développeur et un moyen pour ton entreprise, c'est énorme. La valeur qu'ils peuvent apporter. Et le truc, c'est que quand tu t'y connais pas en tech, ça peut sembler difficile de faire la différence entre un bon dev et un excellent dev. Parce que les deux ont employé un vrai jargon technique que tu vas pas forcément comprendre. Comment toi, t'as fait, alors que ce soit le premier, mais même après coup, pour arriver à te construire une équipe tech? D'abord, il fallait que je sache si mon idée était faisable. Et je ne savais pas du tout à qui demander. À qui tu demandes les numéros de mobile, si tu peux les mettre dans le cloud. Ce sont que les experts télécoms qui savent ce genre de choses. En demandant à droite à gauche, en regardant sur Internet, etc., au bout d'un certain moment, j'ai compris que c'est le métier de chef architecte télécom. Donc là, j'ai commencé à chercher les chefs architectes télécoms. J'en ai trouvé 2. De quelle manière tu fais ça? Un sur LinkedIn, via des amis communs, je regarde les chefs architectes de Orange, de Bouygues, de SFR, et je les contacte. Il y en a un qui accepte de déjeuner avec moi et me conseiller à titre amical. Et tu dis que tu as une expérience dans le roller ou pas du tout? Bah oui, évidemment. Et c'est aussi ça, je pense, qui les amuse, en tout cas qui les a amusés, qui ont accepté de me rencontrer, quoi. Tu vois, ils ont dit, bon, bah, le mec, il a sauté de la Tour Eiffel, il a une idée un peu, il a envie de me rencontrer pour me parler d'une idée assez marrante. Pourquoi pas? C'est un déjeuner, il m'invite à déjeuner, ça va être marrant. Le deuxième ingénieur, lui, venait de quitter Orange et donc j'ai pu l'embaucher à la journée. Je savais que c'était un des tops du top, puisque le mec, si t'es chef architecte de chez Orange, ça va, normalement, il n'y a pas de problème. Et donc,
lui m'a fait en quelque sorte une mini-étude de faisabilité, mais bon, qui m'a dit que c'était possible. À partir de là, je me suis tout de suite rendu compte qu'il fallait que je trouve de l'argent, parce que ça coûtait des millions d'euros pour faire ça. Alors comment justement, c'est lui qui t'a dit le budget qu'il fallait imaginer pour le développer? Pas précisément. Mais il t'a donné un... Il m'a juste dit, c'est techniquement et légalement faisable. Pour le faire, il faut créer son opérateur télécom avec des licences, interconnecter les antennes, etc. etc. Et donc ça coûte quand même des millions d'euros et des années. Donc attends, juste pour bien comprendre, le défi, il est obtenir des licences. Le défi, il est multiple. Décris-nous j'arrive à imaginer le défi. Ce que j'ai inventé n'était pas illégal, mais la régulation avait été écrite il y a 30 ans, et donc elle n'avait pas été écrite avec ce type d'innovation que j'ai pu apporter. D'abord, il fallait faire en sorte que ce que je construisais rentrait dans la régulation, et pour ça, il fallait faire des réunions non-stop avec le régulateur télécom. Donc dans la liste qu'il faut obtenir, il faut acheter les numéros de téléphone auprès du régulateur. Pour que le régulateur télécom te donne ta tranche de numéros, tu dois respecter totalement la régulation, c'est-à-dire avoir une licence, faire de la portabilité, faire les réquisitions judiciaires, interconnecter les antennes, pouvoir faire des appels sans aucune connexion Internet sur le réseau, etc., etc., etc. La barrière à l'entrée, elle est immense, alors légale et technique. Et à la fin, même un petit peu de lobbying, parce que les régulateurs avaient peur d'ouvrir la porte pour ma société, parce qu'ils avaient peur que ça allait déréguler tous les télécoms là-dessus, et que ça allait pouvoir ouvrir la porte à des Google et à des Amazon qui utilisent des numéros de mobile et foutent en l'air même les opérateurs. Donc je comprends même la responsabilité. Ils ont arrêté, mais ils ont eu à un moment donné Google Voice, ou je ne sais plus comment ça. Ouais, mais c'est pas d'un opérateur régulé. Donc ils n'ont pas de numéro de mobile, ils ne peuvent pas faire du SMS. Okay. Les éléments tombent en cascade là-dessus. Ce qui s'est passé en premier lieu, c'est que je me suis rendu compte tout de suite qu'il fallait que je lève beaucoup d'argent. Donc j'ai été voir des fonds d'investissement qui m'ont reçu parce qu'ils se sont dit c'est le rollerman, mais j'arrivais en béquille et quand ils ont compris que je présentais un projet qui avait rien à voir avec les sports extrêmes, ils sont tombés de leur chaise parce que les mecs ils se sont dit il va nous présenter un truc sur la glisse, tu vois. Et donc ils m'ont pas financé. T'as été en voir combien, tu as une idée? Non, pas beaucoup. J'ai été en voir, je crois que un, mais finalement très vite je me suis fait bananer. Et j'ai compris qu'au lieu d'aller chercher chez les fonds, je devrais aller chercher sur tous les gens que je connaissais, à commencer par mon chirurgien. Et j'ai convaincu 30 personnes en un mois qui ont investi 1 million d'euros. Et le pitch, c'est quoi à l'époque? C'était plus qu'un pitch parce que j'avais fait un dossier de 100 pages que j'avais designé sur Photoshop et tout. J'avais fait un business plan moi-même. J'avais designé des mock-ups du produit que j'avais animé dans une fausse application. Donc tout seul? Tout seul, ouais, j'arrivais à faire ça tout seul. Je leur vendais le rêve de dire, voilà, on va ajouter en un clic un numéro de mobile sur votre portable, un numéro pro, un numéro perso. Mais j'avais pas de compréhension à ce moment-là de la tech et de l'aspect régulatoire, à quel point ça allait être une bataille pour, pendant des années, connecter les antennes, etc. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a été des années de course derrière l'argent. C'est le serpent qui se mord la queue. Tu ne peux pas vendre un produit télécom s'il ne marche pas. Si par exemple, moi, je te donne un numéro, t'envoies un SMS et une fois sur deux, les gens le reçoivent, ils vont pas prendre ton truc. Ou si les appels internationaux ne marchent pas, il faut que ça marche. Et le problème pour que ça marche, il fallait des années et des millions d'euros. Et donc, en fait, je ne pouvais pas vendre quelque chose solide tant que j'avais pas fait tout cet investissement. Et les fonds d'investissement ne voulaient pas investir au début. Donc, j'ai fait ce tour de force à rassembler 130 personnes, une par une, que j'ai convaincues et qui m'ont donné à 130 10 millions. Et c'est grâce à ça que j'ai pu avancer et pendant 4 ans faire évoluer la boîte. Je me suis retrouvé au début un peu en discussion très avancée avec le régulateur, parce que le régulateur, comme je te le disais, avait peur, et à juste titre, parce qu'ils se sont dit, c'est qui ce gars-là qui peut potentiellement déréguler le monde des télécoms si on l'accepte? Donc il a intérêt à montrer patte blanche et à nous prouver qu'il va faire les choses correctement, respecter la loi, interconnecter les antennes, et donc j'ai dû inventer des brevets, etc. Ouais, ça a été dur. Hein. Et donc, t'as 10 millions, comment tu décides? Parce que t'as jamais eu autant d'argent à ce moment-là. Alors, je ne les ai pas eu d'un coup, j'ai eu 1 million d'un coup, mais j'ai jamais eu autant d'argent. 1 million d'euros sur le compte bancaire, je me rappelle, on a été dîner avec ma famille et mes amis ce soir-là, et je me suis dit, c'est en plus une telle responsabilité. C'est clair, parce que c'est de l'argent qui vient des autres. Et c'est de l'argent qui vient en plus de privés qui ont cru en moi et qui m'ont fait confiance, des gens que je connais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les quelques copains qui s'y connaissaient en tech, dont un ami d'enfance avec qui je faisais du roller qui vivait en Estonie. Et je lui ai dit, voilà ce que je dois faire. Et lui, il avait une boîte de tech en Estonie, mais il m'a dit, attends, franchement, viens en Estonie. L'Estonie, c'est la Silicon Valley européenne. Il y a Skype qui est estonien. Skype, ça ressemble un petit peu à ton truc.
je vais t'aider à piquer quelques ingénieurs de Skype. Et donc, j'ai débarqué à Tallinn, installé là-bas, débarqué à Tallinn. Mon pote, il avait sa boîte, donc on a loué des bureaux en commun. Lui, avec sa boîte, et moi, on a pris un 70 mètres carrés, chacun avec nos ingénieurs de son côté. Au début, lui m'a beaucoup aidé à embaucher les premiers ingénieurs parce que je ne savais pas, comme tu le disais tout à l'heure, comment faire un entretien d'embauche et savoir qui est bon, qui est mauvais. Et là, j'ai eu vraiment de la chance, c'est que ce pote, lui, savait faire les entretiens d'embauche et il m'a trouvé la perle rare, qui est toujours mon CTO aujourd'hui. D'accord, et qui lui, du coup, a fait tout le reste. Et lui a fait le reste. Parce qu'une fois que tu as le CTO, lui, il sait embaucher les bons devs. Si tu te rates sur le CTO, par contre, ça peut avoir des impacts. Des impacts dramatiques. Dramatiques, ouais. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais le nouveau CTO là, de Album, je l'ai trouvé comment? Alors, non, en fait, c'est un peu différent sur Album. C'est que c'est quand même mon CTO actuel qui, même s'il ne travaille pas du tout sur Album, s'il y a vraiment un enjeu technique, stratégique, là, il regarde et il me dit, ah tiens, il y a tel truc qu'il ne faut pas faire, etc., d'architecture. Et par contre, 2 ingénieurs super top que mon CTO a trouvé sont sur Album, qui sont des tops du top, qui sont, je dirais que c'est pas les CTO, mais tout comme. Des futurs CTO. Voilà, exactement. C'est quoi leur rôle lead dev? Alors, il y en a un qui est le lead iOS, qui est le lead de tout ce projet. C'est lui vraiment qui manage toute l'équipe, etc. Et j'ai aussi un lead server-side, qui est un tueur absolu. En Estonie? En Estonie. Toute ton équipe est en Estonie? Alors, toute l'équipe d'ingénieurs en Estonie. Les 4-5 premières années, il n'y avait rien en France. On n'avait aucun salarié quasiment en France pendant moins 4 ans. Et petit à petit, on a commencé à monter des équipes plus commerciales, marketing en France. Et maintenant, je dirais que l'équipe, il y a encore un peu plus de personnes en Estonie, mais à Paris, c'est essentiellement des commerciaux et du marketing et du management. Les équipes de managers sont à Paris et tout le dev est à Tallinn. Et toi, tu as déménagé, tu vis où aujourd'hui? Toujours en Estonie. Toujours en Estonie. Après, je reviens à Paris souvent puisque j'ai maintenant une équipe à Paris. Mais vu que je suis un mec de produit et je suis passionné du produit... Ah, t'es proche de la tech, du coup. Voilà, par exemple, sur Album, j'ai même pas de designer pour l'instant. C'est moi qui fais les designs d'Album. Dans quoi? Quel logiciel tu utilises? Alors, Sketch. Après, un peu de temps en temps d'Illustrator, du Photoshop. Illustrator pour les icônes. T'aimes bien ce côté créa, design? Ouais. Moi, je suis un mec de création, d'expérience d'utilisateur. C'est pour ça que, comme je te disais tout à l'heure, j'aime beaucoup plus créer qu'être le patron en haut de la boîte qui manage les gens. Il y a un bouquin qui s'appelle Rocket Fuel et qui décrit 2 rôles dans une boîte, qui est d'un côté le visionnaire, souvent donc sur vision de la boîte, mission et souvent aussi un peu la partie sales et produits, et de l'autre côté l'intégrateur, qui a un peu plus le rôle de CEO, vraiment la partie opérationnelle, système, management des équipes. Exactement. C'est ce que j'ai fait en fait sur les 2 boîtes. Sur un offre, assez vite, j'ai fait rentrer un investisseur qui est monté justement en tant que directeur général, COO, et qui maintenant manage justement le quotidien là-dessus super bien. Et sur Album, dès le début, j'ai embauché également un COO pour m'aider sur les problèmes du quotidien et moi rester sur le produit, sur la vision et les levées de fonds. Il y a 3-4 ans, on a fait face à un problème de taille qui me frustrait énormément. On stagnait vers les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et je comprenais pas comment m'en sortir. Jusqu'à ma rencontre avec Marc Simoncini où j'ai réalisé qu'un super entrepreneur, c'était pas quelqu'un qui était une machine en marketing, mais quelqu'un qui était une machine à recruter des talents. Et par hasard, en appelant la directrice du recrutement d'une des licornes françaises, elle m'a dit: j'ai entendu parler d'un outil dont l'investisseur principal de Notion, qui est un outil que j'adore, a investi dedans. Cet outil, il s'appelle HB. Et quand je l'ai testé, il y a 4 choses que j'ai vraiment adoré avec eux. La première, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons pour construire du reporting et des dashboards qui sont vraiment clairs et arriver à extraire la data que j'avais besoin. La deuxième chose, c'est que souvent les outils de recrutement permettent de juste faire l'ATS et de gérer la relation d'un candidat qui vient de postuler, mais qu'il fallait utiliser d'autres outils de recrutement qui peuvent coûter jusqu'à 3000 $ par employé pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Et là, ils étaient en train de construire une extension sourcing inclus dans le package global. La troisième chose qui était importante pour moi, c'est que je sais que les équipes ont du mal à utiliser un outil qui est pas facile et intuitif à utiliser, et ils ont mis un énorme effort dans l'UX et l'UI, c'est intuitif. Et la quatrième chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir une API publique ouverte qui permette d'automatiser un maximum de choses. On s'est obsédé là-dessus, ce qui nous a permis de pouvoir absorber, alors qu'on avait une équipe de recrutement que de 2 personnes, on a reçu plus de 50 000 candidatures l'année dernière. T'imagines, quand t'es une boîte comme nous de 60, c'est hyper dur à gérer. Mais on a pu automatiser des filtres automatiques, des relances automatiques, on peut avoir des systèmes d'alerte pour savoir si on n'a pas géré un candidat, pour préformater la manière de recruter les personnes en fonction de chaque poste. Bref, c'est dingue. HB, on l'utilise maintenant depuis plus de 6 mois et franchement, c'est en train de nous permettre de créer de la
Talent Density. Et donc je t'invite à regarder dans la description, regardez HB, c'est vraiment un outil incroyable. Aujourd'hui, Paradox, c'est quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et je pense qu'on a mis en place le système de recrutement qui va nous permettre d'aller jusqu'aux 100 millions de chiffre d'affaires. Donc HB, gros coup de cœur. Quel conseil tu as pour trouver ce CEO ou cette CEO, l'attirer à soi ou la chercher ou la trouver et ensuite l'identifier? La question la plus importante, je pense, que tu dois te poser, c'est à quel niveau ta boîte est, parce qu'en fonction du niveau où est ta boîte, c'est pas du tout le même CEO. Quand tu es en mode un peu plus start-up, tu vas avoir besoin d'un COO qui est un entrepreneur en quelque sorte, qui sait tout faire, qui met les mains énormément dans le cambouis, tu vois ce que je veux dire, qui est en quelque sorte un autre start-upper comme toi, une sorte de doublon de start-upper qui va t'aider à faire tous ces trucs-là. Mais dès que la boîte elle grandit plus, tu as besoin beaucoup plus d'un manager avec la tête bien faite, qui a fait peut-être les grandes écoles et qui sait mettre de la rigueur et du management dans les équipes et dans tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Une question que je trouve difficile liée à ça, c'est la question des rémunérations. Typiquement, alors que ce soit d'ailleurs pour les CTO, lead dev ou CEO, c'est des postes où on va avoir des fourchettes possibles de rémunération qui sont extrêmes. C'est-à-dire qu'on va avoir des CTO, je sais pas, 400 000 si on va à la Silicon Valley. Comment toi tu t'y prends pour... Waouh, ça c'est difficile comme question. Ça dépend déjà, comme tu l'as dit, du marché. Tu vas pas payer beaucoup plus ou beaucoup moins que le marché. Donc en Estonie, il y a un barème de prix qui est pour le coup maintenant assez élevé, qui est quasiment comme en France. Okay. Je crois que c'est comme en France. Et voilà, et comme tu l'as dit, à Silicon Valley, on est totalement délirant. Après, c'est très difficile comme question. C'est uniquement la balance entre l'importance que cette personne a pour toi et dans ton équipe par rapport à ce qu'il te demande. Mais d'une façon générale, c'est important que les gens soient bien payés, mais il ne faut pas qu'ils restent pour le salaire. Parce que sinon... Si le mec il va chercher au plus offrant, il aura... Dans 6 mois, une nouvelle offre. Exactement, il aura dans 6 mois une nouvelle offre ailleurs et il ne sera pas fidèle avec toi si c'est qu'une histoire d'argent qui l'intéresse. Donc en fait, le meilleur moyen, et de toute façon les devs, on le voit bien, les devs sont des passionnés de dev. Bien sûr qu'ils veulent être payés correctement et tout ça, mais ils sont avant tout dans une boîte pour la passion de la boîte elle-même, pour le produit, pour l'ambiance, pour ce genre de choses. Donc c'est plus là-dessus qu'il faut arriver à attirer les talents. Et après, tu as tout le système pour les top management, comment tu vas leur donner potentiellement des actions. C'est ce que tu fais, toi? Alors ouais, c'est ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas fait au début parce que vu que j'étais tellement novice et que je n'arrivais pas à juger si quelqu'un était bien ou pas bien. C'est difficile de lui donner des... Ah oui, une fois que tu lui as donné, tu lui as donné. Donc je ne connaissais pas non seulement les mécanismes, et en plus, je n'avais pas envie de prendre le risque de me tromper, donc je préférais payer bien les gens sans donner des actions, voir pendant quelques années ceux qui étaient fidèles, bons, etc., qui avaient en tout cas une énorme valeur pour la boîte et à qui je leur en donnais. Oui. Du coup, ouais, j'ai fait après. Tu étais solo founder du coup. Ouais. À 10 millions de levée, ça te dilue à combien? Donc j'ai levé 20 millions aujourd'hui, Okay. Et il me reste à peu près en capital de la boîte 40% et 76% des droits de vote. Donc voilà où j'en suis après avoir levé 20 millions. C'était une peur cet aspect-là de se diluer? Ouais, moi c'était une peur. Il n'y a pas de problème. De toute façon, tu gagnes en équipe. Et les gens qui ont cru en moi et qui ont investi de l'argent, c'est normal qu'ils aient du capital. Et prennent un risque financier. Moi, je mets toute mon énergie. On est dans le même bateau, ouais. etc. Et il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai entendu des histoires d'entrepreneurs qui ont travaillé pendant des années, qui se sont retrouvés avec des systèmes de ratchet, des trucs assez compliqués dans le pack d'actionnaires à la fin. Et à la fin, quand ils ont vendu, ils n'ont rien eu, quoi. Donc, ils ont créé de la valeur pour tout le monde, ils n'ont rien eu ou une petite partie. Parce qu'en fait, dans l'idée, les actionnaires sont payés en premier. Et il y a des systèmes, si par exemple tu vends un peu à la baisse, où certains fonds peuvent se reluer au-dessus, etc. Il y a plein de mécanismes aujourd'hui qui existent. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et la chose aussi que j'avais peur, c'était de perdre le contrôle dans les droits de vote. Parce que, évidemment, dès que tu tombes en dessous des 51%, tu n'es plus chez toi. Et à tout moment, on peut te dire, bon, même mec... Comme Steve Jobs, quoi. Voilà, et la semaine prochaine, tu viens plus au bureau et au revoir. Alors après, si on en arrive là, c'est que le fondateur, il a aussi ses erreurs, hein, évidemment. Si le fondateur, il est ingérable, il pète les plombs, il a fait des erreurs, des conneries, on ne sait rien. Ce que je veux dire, c'est que, par principe, si tu n'es plus chez toi, alors que c'est une boîte que tu as créée, c'est quand même dur. Donc en fait, j'ai monté vraiment des mécanismes assez ingénieux, pour le coup,
pour rassembler les 10 millions de levées avec tous mes 130 investisseurs dans une holding familiale que j'ai rassemblée. Et donc, ça m'a permis, grâce à ça, de récupérer instantanément 100% des droits de vote de mes 10 premiers millions avant que les fonds arrivent. C'est des idées que tu as eues toi-même ou il y a des gens qui t'ont conseillé Alors, évidemment, moi, je suis un mec très imaginatif. Donc, je n'avais pas d'expérience précise sur la technique, comment le faire. C'est le et si, quoi. Et si on faisait ça? Exactement. Et donc, en fait, j'ai besoin de comprendre dans le détail, c'est ce que j'ai fait dans la régulation, ou même dans la technique. Tu vois, sur un offre, j'ai inventé des brevets. C'est moi qui ai inventé les brevets techniques dans les télécoms. Et pourquoi j'ai pu le faire? Parce que à chaque fois, j'allais plus loin dans la réflexion, à poser des questions plus profondes, jusqu'à que je devenais un expert de la régulation, de la technique. Et du coup, dans les systèmes ingénieux avec les avocats, je suis devenu expert aussi, puisque j'ai passé beaucoup de temps avec les avocats qui ont été super, qui m'ont énormément aidé à me donner toutes les réponses. Et dès qu'ils me donnaient une réponse, hop, ça rentrait dans ma tête et je partais en roue libre pendant des heures. Et je les rappelais 21 heures après, je leur dis attends, mais si on fait ça, et ça, on ne peut pas faire ça. Et à la fin, vu que c'était moi qui devais à chaque fois l'expliquer ou le vendre à des investisseurs ou à des fonds, il fallait que je puisse 100% comprendre le système pour mettre de la justesse, parce que j'avais envie d'arnaquer personne, j'avais envie d'avoir juste de la justesse dans l'offre que je proposais. Et donc, j'avais besoin de comprendre les mécanismes et tout ça. Donc, à la fin, non, c'est moi qui ai trouvé tous ces systèmes avec des systèmes d'obligations convertibles qui donnent des remises de 35% sur le prochain tour, avec des droits de vote x20, plein de systèmes de fous. Ce temps de créativité, d'imagination, il se passe comment dans ton quotidien? Tu as des moments de solitude, ça se passe sous la douche, ça se passe quand tu fais du sport? Ah, j'y pense tout le temps. Je suis un obsessionnel là-dessus. Ça m'est arrivé d'en rêver. Je rêvais de solutions techniques ou de trucs et au milieu de la nuit, je me réveillais et je notais avant d'oublier ce que j'avais rêvé la nuit, tu vois. Ça occupe ton imaginaire, c'est en toi et donc du coup, au bout d'un moment, il y a des idées qui émergent. Et c'est vraiment parce que je me retrouve au pied d'un mur. À chaque fois, je suis au pied d'un mur, d'une difficulté, et il faut que je trouve une astuce pour passer ce mur. Je te donne un exemple. Quand je devais faire le deuxième record pour avoir l'autorisation au Sacré-Cœur, je me suis retrouvé au pied d'un mur. J'avais convaincu le président de la République à l'époque, c'était Sarkozy, de me donner le haut patronage de la présidence. Quand tu dis que tu l'as convaincu, c'est par écrit ou vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, il m'avait reçu à l'Élysée, etc. Et donc je me suis dit, si j'ai l'autorisation du président, normalement j'ai l'autorisation de faire le saut. Et finalement, non. La mairie d'arrondissement du 18e me dit « C'est impossible de vous donner l'autorisation au Sacré-Cœur parce qu'il y a des carrières sous le Sacré-Cœur et si on met votre structure, ça va tout faire effondrer. » Je leur dis « Est-ce qu'on peut faire des tests de sol pour s'assurer que ça ne va pas s'effondrer ?» Ils me disent « Les tests de sol, ça va coûter, je me renseigne, ça va coûter des centaines de milliers d'euros et c'est pas fiable à 100%. » Donc là, attends, le risque, c'est que le Sacré-Cœur s'écroule? Toutes les pelouses au Sacré-Cœur s'écroulent avec du public dessus, etc. C'est un peu embêtant. C'est embêtant, c'est juste pas possible. Tu vois, je me retrouve devant un mur quasiment infranchissable. Oui, avec des experts qui te disent « laisse tomber quoi ». Ils me disent « on ne peut pas te prouver que ça ne va pas s'effondrer, la mairie ne peut pas prendre le risque ». Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là où je trouve des astuces en y pensant toute la journée. Je me dis qu'est-ce que je vais faire? Je vais abaisser la rampe, mettre des grandes poutres en bois qui répartissent le poids sur toute la surface et je fais en sorte que la structure représente le même poids que tous les touristes qui marchent depuis 20 ans au pied du Sacré-Cœur. Scientifiquement prouvé. Et là, je reviens vers les institutions et je leur dis, moi, je peux vous prouver scientifiquement que ça ne va pas s'effondrer, puisque ma structure, c'est le même poids que tous les touristes qui marchent depuis 20 ans. Oui, c'est une belle image mentale. Donc, et là, c'était échec et mat, puisque j'avais prouvé ça scientifiquement et j'ai eu l'autorisation grâce à ça. Mais plein de fois, j'ai trouvé des astuces comme ça, et pas, quand je dis j'ai trouvé, en réalité, c'est pas que moi. Oui, c'est des conversations. Des conversations, je pioche des idées sur tout le monde, c'est-à-dire, vu que ça m'obsède, j'en discute à droite, je prends une petite idée du chauffeur de taxi, de mon pote, d'un ingénieur, de mes parents, et j'analyse jusqu'au moment, tac, c'est bon. Et tu vois, ce que tu décris là, c'est au cœur en fait de ton parcours. Tu sais, dans le sens où je vois tellement de gens qui ne fonctionnent pas comme ça. C'est drôle parce que je ne sais pas si tu es au courant de cette étude par rapport à l'école. C'est le test du trombone. En gros, c'est combien d'usages tu arrives à imaginer avec un trombone. Et c'est, entre autres, un des tests d'intelligence, un des tests aussi de créativité. On te dit, tiens, qu'est-ce qui est possible avec un trombone? Tout ce qui te vient. Et c'est corrélé avec, entre autres, de l'intelligence. Mais ce qu'ils se sont rendus compte, c'est quand tu prends pour une même personne et tu fais faire le test à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, donc au fur et à mesure que les études avancent, en fait, en moyenne, on perd cette capacité. Non pas liée à notre génétique. C'est-à-dire qu'en fait, l'école fait qu'on te donne plein de cadres, ça c'est possible, c'est pas possible,
ça marche comme ça marche pas comme ça. Qui fait qu'en fait, avec le temps, en moyenne, un adulte, et ben, du coup, il développe une préconception de ce qui est questionnable et de ce qui l'est pas, de ce qui est imaginable, de ce qui l'est pas, de ce qui, si je le dis, va être critiqué et ridicule. Et ce qui est marrant dans ton modèle, alors bien sûr, heureusement, il y a plein de gens qui ont fait des études qui ont cette même force que tu as, mais justement, il y a ce truc de... C'est comme un jeu, quoi. Tiens, je vais le fonctionner autrement, je vais le regarder autrement, je vais continuer de poser une question, je vais poser cette question un peu, entre guillemets, potentiellement stupide à cet expert. Et de tout ça, il va naître une idée qui est novatrice et qui va te permettre de résoudre le problème. Tu sais, je me suis rendu compte que le cerveau, je pense en tout cas que c'est comme ça, j'ai la sensation que c'est comme ça, que c'est vraiment un muscle. Dans le sens où plus tu l'entraînes, plus les connexions se font vite. Et donc, plus tu l'entraînes toute la journée à challenger et à imaginer des idées, etc., et ben évidemment, il refait les connexions plus rapidement et ça va de plus en plus vite. Et on le voit bien dans un cas assez particulier. Mon pote avec qui j'ai fait pas mal d'émissions, Baffy, Okay. Baffy, je le vois par exemple quand on a fait quelques dîners, etc., et ben Baffy, il fait ses blagues, même dans la vie. Bien sûr qu'il a ce don incroyable, mais c'est un entraînement. Et en fait, comment il arrive à sortir la blague qu'il faut au moment qu'il faut, c'est incroyable. La connexion, la rapidité de la connexion, comment du tac au tac, il arrive à trouver. Mais finalement, c'est parce qu'il le fait, voilà, il entraîne son cerveau. Et j'ai une façon aussi de voir la vie qui a un sacré avantage, c'est que je ne m'imagine jamais les problèmes à plus de 24 heures. Donc je ne parasite pas avec les peurs, pas avec les échecs, tout ça, c'est de l'eau qui glisse sur moi, ça n'a aucun intérêt. Je sais que je peux rater, je sais que je pourrais finir à l'hôpital, que ma boîte peut fermer, etc. Mais je n'y pense même pas parce que ce qui arrivera ne dépend en réalité que de ce que je vais faire au jour le jour. C'est les petits pas journaliers qui vont définir l'avenir et non pas la peur de l'avenir que j'imagine. Et ça, je l'ai bien vu dans le sport, c'est-à-dire dans le sport, quand par exemple j'apprenais une figure difficile, par exemple le double flat spin qui était une des figures que j'ai inventées, qui était une des plus dures pour moi, il m'a fallu 2000 essais pour réussir la première fois. Et on le voit sur les 2000 essais, parce que je les filmais à chaque fois dans un airbag géant où je travaillais mes sauts, c'était des petits pas. Changement. Ouais. Voilà, 2000 fois, tu vois, et je ne pouvais pas en faire plus de 40, 60 par jour maximum. Donc tu vois, ça se prend, il faut des mois. Et on voit, si au début de ce saut, j'essaye 2-3 fois et je me dis, voilà, il faut... C'est mort, je vais être découragé. Et donc, je me lève tous les matins avec le rêve de me dire, c'est cet objectif que j'ai envie de faire, c'est cette étoile que je suis, sauter de la Tour Eiffel, devenir champion ou créer une start-up. Ça, c'est ce qui me fait avancer, rêver au jour le jour. Et après ça, c'est... Alors bon, déjà, je suis hyper aligné avec ce que tu décris. Ça fait partie des choses que j'aime vraiment répéter. Et justement, j'aime cette idée, qui n'est pas une phrase qui vient de moi, mais que les gens, des fois, surestiment ce qu'ils peuvent faire à court terme et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire à long terme en faisant des tout petits changements sur 2 ans, 3 ans, 10 ans, là où ça peut les amener. La question que j'aimerais te poser, surtout en tant qu'entrepreneur, c'est une chose de ne pas avoir peur liée au futur. C'est super inspirant d'ailleurs, je trouve. Il y a des obstacles que tu ne peux anticiper que parce que, justement, tu as regardé à 3 mois ou à 6 mois. Alors, ah oui, je vois très bien ce que tu dis. En fait, je m'en fiche que ce soit moi qui ai trouvé telle idée, ou que ma vision, je pense que c'est celle-là, et que 5 minutes après, je me dis, en fait, tu avais tout à fait tort, totalement tort, c'est pas celle-là, c'est celle-là. En fait, il n'y a qu'une chose qui compte pour moi, c'est l'aboutissement à la fin. Et donc, en fait, je n'ai pas la peur du lendemain, je travaille au jour le jour, mais j'ai la vision à long terme que je challenge toute la journée. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis persuadé, par exemple, tu me demandes aujourd'hui quelle est ma vision sur mes 2 boîtes, sur on-off ou album, ben aujourd'hui, j'ai une vision très très précise sur on-off et une vision très très précise sur album. Mais peut-être la semaine prochaine, je me serais rendu compte que telle vision, elle n'est pas tout à fait juste et j'aurais pris une autre route. Ça m'évite de faire des erreurs parce que, si tu veux, les gens qui imaginent des problèmes trop lointains, les problèmes qu'ils vont avoir sont jamais ceux qu'ils ont imaginés. Tu peux imaginer les problèmes à 2-3 jours. Par contre, la vision à long terme, ça, il faut l'avoir pour être sûr que tu vas dans la bonne direction, etc. Mais de te dire, ah oui, mais ça, dans 1 mois, je vais avoir ça, etc. Par exemple, quand je devais lever des fonds et que je cherchais 250 000 € tous les mois, et si je ne les trouvais pas, je fermais la boîte, et que j'avais 23 jours pour les trouver tous les mois, pendant 18 mois, j'ai fait ça. Si je commençais le premier du mois à me dire, putain, qu'est-ce qui se passe si dans 23 jours, tu ne trouves pas les 250 000, c'est fini. Alors, prenons l'exemple de l'une de tes 2 boîtes ou les deux, c'est quoi ta vision?
Et elle est à quelle échelle de temps? On-off, si tout va bien, on n'a pas besoin de faire de levée de fonds, mais je pense qu'on va en faire une, et ça sera une levée de fonds importante, 50 millions, 40 millions, quelque chose comme ça. Et je pense que si on y arrive, 3-4 ans après, la boîte vaudra 1 milliard. Déjà, tu as donné un premier modèle que je trouve hyper intéressant, qu'on pourrait résumer en tu as un grand rêve qui te prend aux tripes et qui t'inspire, tu es fixé dessus et tu agis petit. Tous les jours, tu avances vers ton rêve. Ça, c'est un premier framework, un premier modèle qu'on peut apprendre. Et on rajoute au milieu de ça ce côté je me fixe pas de limites, je suis créatif et je m'amuse à résoudre les problèmes en me posant des bonnes questions. Mais là, tu amènes quelque chose et je pense qu'il y a une nuance. C'est une chose de ne pas avoir peur du futur, mais typiquement, tu es capable à un moment donné, toi et ton équipe, de dire si on lève 40, 50, peu importe le montant exact, ça va nous aider dans notre trajectoire. Et ça, c'est ni un truc à 5 ans et ni à un truc à 2 jours. On est un peu à mi-chemin. Comment ça marche? Parce que là, je m'appuie quand même sur des éléments concrets de la boîte. On voit que la boîte, elle double son chiffre d'affaires quasiment chaque année. On est maintenant rentable. On va atterrir cette année proche des 20 millions de CA. Tu vois, donc ça, c'est génial. Mais si demain on lève, je te donne un exemple, 50 millions, au bout de 2 ans, on fera 200 millions de CA. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on creuse c'est quoi la réflexion, que ce soit la tienne ou celle de ton équipe. Comment t'en arrives à dire le meilleur moyen d'atteindre cette vision, c'est qu'on lève parce qu'on va aller à 200 millions. Moi, je suis un mec qui est basé surtout sur l'innovation. J'ai vraiment envie d'essayer de révolutionner le monde de plein de façons différentes, en tout cas d'aller au bout des choses. Et aujourd'hui, il y a vraiment un potentiel avec les inventions d'on-off de pouvoir mettre des numéros dans le cloud, par exemple pour du B2B. Regarde, je vais te donner un exemple aujourd'hui. On a un partenariat qui est unique au monde, juste incroyable avec Microsoft. Ce partenariat, ça montre que l'invention et l'innovation de on-off va d'une façon un peu changer la communication dans le monde entier. Je m'explique. Aujourd'hui, toutes les plateformes qu'on connaît, Zoom, Microsoft Teams, WhatsApp, Slack, Instagram, Snapchat, etc., elles sont fermées, elles sont en vase clos. Tu ne peux pas, depuis WhatsApp, écrire un message à quelqu'un qui n'a pas WhatsApp. Tu ne peux pas, depuis Zoom, écrire un message à quelqu'un qui n'a pas Zoom. Toutes ces plateformes sont fermées. Pourtant, il existe au monde un seul système universel cross-plateforme de communication. C'est le numéro de mobile. Si, par exemple, tu me donnes ton numéro de mobile, quel que soit ton pays, quelle que soit ta carte SIM, quel que soit ton téléphone, si moi j'ai ton numéro, je peux t'écrire un SMS, même si c'est un téléphone des années 2000, tu le recevras et tu pourras m'appeler avec, tu pourras répondre, etc. Donc en fait, il existe dans le monde entier, et c'est unique, il n'y a que le numéro de mobile qui est un système universel cross-plateforme de communication. Et toutes ces plateformes au monde, elles ont ce problème, c'est qu'elles sont auto-centrées, elles ne peuvent pas communiquer à l'extérieur que leur propre plateforme. Et donc, vu que Microsoft est une boîte qui est l'une des leaders dans la communication d'entreprise, et que nous, on est l'inventeur du Cloud Number, eh ben, ils sont venus me voir et ils nous ont demandé de mettre dans Microsoft Teams des numéros de mobile. Ça veut dire que tous les gens qui ont Microsoft Teams dans le monde entier, qui l'ont sur leur tablette, leur ordinateur ou leur téléphone, ils peuvent avoir un 06 français ou un numéro anglais ou un numéro américain, un numéro comme ça de différents pays. Et du coup, depuis, par exemple, son ordinateur, écrire un SMS à quelqu'un qui n'a pas Teams. Il lui envoyer un SMS et la personne recevra un SMS avec un 06, genre « Salut, tu vas bien ?» et tu pourras lui répondre et ça arrivera dans Teams. Donc tu vois bien que c'est dans ce sens où je me rends compte, mais c'est pour ça que ça part toujours de l'innovation, que si tu arrives à inventer quelque chose qui révolutionne un peu l'usage d'une industrie et que tu arrives à le mondialiser suffisamment, à un moment, la boîte peut devenir énorme. Et là c'est extraordinaire, par exemple, ce qui se passe, parce qu'on est les seuls au monde à l'avoir réussi à faire ça. On est les seuls au monde à être intégrés sur Teams et sur aucune autre plateforme. Teams, c'est la première qui le fait, mais demain, Zoom, Slack et tous les autres. Et je vais plus loin, il y a par exemple, une autre invention que j'ai faite. J'ai inventé un brevet qui est aussi extraordinaire, qui permet, via une application, de recevoir et d'émettre des appels sans aucune connexion Internet, dans une app. Et là, ça arrive directement dans ton téléphone, ça sonne sur ton iPhone sur un appel normal. Je suis en train de préparer en ce moment un SDK que je vais proposer à Facebook, à WhatsApp, à Slack, à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur WhatsApp, on pourrait s'appeler sans connexion Internet. Si WhatsApp demain intègre mon SDK, ils vont pouvoir faire des appels sans aucune connexion Internet entre des gens qui ont WhatsApp. Passant par l'opérateur. En passant par l'opérateur. Mais vu qu'on a tous des forfaits illimités, ça ne nous coûte rien. Ou mieux que ça, moi je pourrais t'appeler sans Internet et toi décrocher avec Internet,
ou inversement. Et donc, la qualité de l'appel, elle est meilleure parce que ça passe sur le réseau. Ça, c'est des gros deals, hein, si ça se fait pour toi. Pour moi, c'est des deals révolutionnaires pour moi. On rêve à haute voix là aujourd'hui, mais tout part de la vision à long terme et de l'innovation et de l'imagination. Alors il faut, oui, l'imaginer, les breveter, fabriquer, etc., arriver à convaincre, et ça prend des années, ça se fait petit à petit, etc. Mais tu vois, on y arrive. La preuve, Microsoft, c'est un des plus grands géants au monde, et on est les seuls à avoir intégré ça. C'est trop bien d'ailleurs. Trop bien. L'équipe, elle devait être contente. Ah ouais, ça c'est une sacrée victoire. Ou même, il y a, ça c'est un autre partenariat, mais il y a Bouygues Télécom qui vendent maintenant le service on-off sous notre marque. Sur Bouygues, tu vas en point de vente ou sur leur site internet, tu veux un deuxième numéro, ils te disent, vous avez un deuxième numéro avec on-off. Leur bénéfice, c'est quoi? C'est la même chose quand ils te vendent un Netflix ou un Spotify. J'imagine qu'ils te voient plus comme un concurrent à la base. Non, parce que nous, on ne vend pas la connectivité, nous, on ne vend pas la carte SIM. On n'est pas un vendeur de carte SIM, donc on n'est pas en confrontation directe. On est un service à valeur ajoutée que eux, de toute façon, ils n'ont pas fabriqué et ils le branchent et en un clic, ils donnent un prix moins cher pour leurs clients. C'est clair que c'est vraiment chiant. Alors, Apple essaie de faire des trucs, mais c'est vrai que c'est vraiment chiant de ne pas pouvoir répondre facilement depuis ton ordinateur à tes SMS et de devoir tout faire depuis le téléphone, que ça soit pas bien sûr cross-platform. Ah, tu pourrais, voilà, le système cross-platform, de toute façon, ils se sont tous battus à essayer d'avoir le maximum d'utilisateurs dans leur plateforme propriétaire. Alors, ils peuvent demain s'entendre et se réunir tous autour de la table et se dire, bon, bah, les gars, on se fait un protocole ensemble où on est tous d'accord, où on permet de communiquer de WhatsApp à Tu penses que ça arrivera, ça? Ça n'arrivera pas. Ils veulent garder l'utilisateur chez eux. Ils veulent garder l'utilisateur chez eux. Et pour eux, ils ne savent pas le danger que ça pourrait. Peut-être si demain, de WhatsApp, tu peux écrire à Telegram et de Telegram, tu peux écrire à Snapchat en direct. Mais en même temps, c'est presque inévitable qu'on y arrive parce qu'il y a peut-être 5 ans, c'était moins un problème, mais là, il y a vraiment beaucoup d'applications différentes et que tu te retrouves... C'est ça, on n'en peut plus. Tu as envie de regarder tes messages, tu dois les regarder sur 10 applications dans ton téléphone, c'est insupportable. Et ils ne proposent pas d'API? Non, personne. Il n'y a aucun système cross-platform au monde qui existe, sauf le numéro de téléphone qui, lui, est universel. Numéro de téléphone mobile. Toi, tu voudrais par on-off permettre ça? Nous, on a inventé le cloud number. On est propriétaire de numéros de téléphone qui sont dans le cloud. Et le numéro de téléphone, c'est le système universel. Donc, globalement, demain, WhatsApp mettrait notre SDK. Instantanément, je pourrais depuis WhatsApp envoyer un SMS à quelqu'un qui n'a pas WhatsApp. On aurait un morceau de la boucle. Par contre, on ne pourrait toujours pas envoyer de WhatsApp à Snapchat en passant par toi. Il faut que chacun accepte. l'ait mis. Là, par exemple, Microsoft Teams, ils ont intégré nos numéros dans Teams. Donc là, tu peux envoyer à tous les téléphones de la planète. Donc là, c'est en marque blanche, c'est transparent. La personne ne sait pas que c'est on-off. Si, il sait que c'est on-off. C'est carrément logotypé, on-off, dans Teams. C'est vraiment un partenariat ensemble. On a même des promotions, un site internet en commun, etc. C'est génial. Et c'est toi qui négocies ce genre de deal? Non, c'est pas moi. Après, moi, évidemment, je suis ça de loin, mais j'ai maintenant mon directeur marketing, mes équipes commerciales, etc., qui font du super boulot. Et donc, du coup, ton rôle là, à mi-temps pour on-off, par exemple, c'est quoi maintenant? Maintenant, c'est vraiment toujours la vision à long terme, le produit. Donc, c'est vraiment moi qui reste dans le produit. Alors, on a maintenant des product owners sur on-off. Ce n'est pas le cas sur Album encore, mais sur le produit, les levées de fonds, quand il y a des levées de fonds à faire. Ça, tu penses que c'est au fondateur de le faire ou c'est parce que tu aimes le faire? Non, c'est au fondateur. Surtout si tu parles de grandes sommes. Quand tu as des fonds d'investissement qui mettent des sommes importantes, ce n'est pas que le fondateur. Ce sont l'équipe dirigeante qui connaissent le business profondément et qui peuvent répondre à toutes les questions. Évidemment, si j'ai un investisseur en face de moi qui me pose une question extrêmement précise sur la régulation, sur la technique, sur le développement, sur la finance, etc., évidemment, j'ai les réponses puisque j'ai vu tout grandir depuis le début, tu vois. Comment tu organises ton temps, du coup? Vu qu'on a parlé de grande vision et quotidien, est-ce que, par exemple, quand tu démarres la semaine, tu as une idée de ce que tu veux accomplir à la fin de la semaine? Ah non, non. Quand je te dis que j'imagine pas à plus d'une journée, en fait, j'essaye de rassembler le maximum de tâches que j'ai à faire dans ma journée. Donc, c'est une sorte de course contre la montre parce que je suis toujours en retard. J'ai en fait une liste de tâches gigantesques. Et donc, je démarre ma journée et clac, je finis toutes les tâches. À la fin de la journée, il en reste et je suis encore en retard pour le lendemain. Et donc, c'est la course comme ça toute la semaine. Et donc, les week-ends, heureusement, c'est là où je souffle un peu parce que j'ai moins de réunions. Et donc, je peux rattraper les tâches plus calmement les week-ends. Bienvenue au club. Je comprends ça. Alors, du coup, ça soulève une belle question, je pense, c'est que tu es créatif. Tu as plein d'idées, tu es ambitieux. J'imagine que, du coup, effectivement, tes listes sont remplies. Comment tu fais le tri, vu que tu sais,
en démarrant ta journée, tu ne pourras pas tout faire. Comment tu choisis dans toute cette liste? C'est quand même avec les priorités. C'est-à-dire que, évidemment, j'essaye de répartir mon temps à peu près entre les deux boîtes, mais si cette semaine, il y a une des deux boîtes qui a une urgence extrêmement importante sur plein de sujets, etc., je pourrais consacrer 100% de mon temps là-dessus, mais ça veut dire que je vais accumuler du retard avec plein de tâches sur l'autre boîte que je devrais rattraper très rapidement la nuit ou le week-end. Tu es plutôt derrière l'ordi? Derrière l'ordi, énormément. Déjà, beaucoup de présentations et de design, vu que j'interviens sur le produit, comme tu le sais. Donc, par exemple, sur Album, c'est moi qui fais tous les designs. Pourquoi tu prends pas un UX designer? Alors, c'est ce que j'avais au début. Finalement, maintenant, j'arrive à le faire moi-même. C'est pour l'instant plus simple encore de le faire moi-même. J'ai moins à expliquer parce que quand tu crées un nouveau produit de zéro, tu dois inventer en quelque sorte une formule magique en termes d'expérience utilisateur. Et ça, c'est trouver le Graal. Tu es d'accord avec moi? Le mec qui a trouvé Snapchat, qui a trouvé Facebook, qui a trouvé Instagram, etc. Au-delà du concept même, c'est l'expérience utilisateur qui a fait la différence. Quand tu vois le mec, par exemple, qui a réussi Tinder, et en réalité, c'est la copie d'un truc qui s'appelait Hot or Not, qui était bien avant lui. Et finalement, pourquoi c'est Tinder qui a fait la différence? Parce que l'expérience utilisateur était meilleure. Si je donne uniquement donner l'expérience utilisateur à un designer, il peut le faire, mais c'est ça le plus dur. C'est de ça trouver la formule magique. Donc en fait, j'essaye de ne pas donner ça tant que je n'ai pas craqué le modèle. Et pour ça, je vais dans les écoles, j'analyse toutes les applications du marché, je connais maintenant sur le bout des doigts. Tu passes des heures à regarder. Oui, je deviens incollable de toutes les technologies qui sont derrière, de la façon de naviguer. Je challenge ça tout le temps, je vais dans les écoles, je vois comment les gens ils utilisent pour essayer de craquer le modèle sur l'expérience utilisateur, parce que c'est là le Graal. Donne-nous 3 enseignements que tu as appris peut-être par les erreurs, de ce qui est important, qui est commun d'ailleurs à On-Off et Albums, pour arriver à créer une super expérience. Un conseil que je peux donner pour les gens qui veulent créer une super expérience utilisateur, c'est que déjà, il ne faut surtout pas essayer de réinventer la roue. Il y a des standards de navigation qui sont construits par Apple, etc. C'est mieux de rester dedans au maximum. Tu les apprends où, ça, par exemple? Tu n'as même pas besoin de les apprendre, il suffit de les copier. Dans ton iPhone même, tu vois la taille des icônes, leur emplacement, la façon où ça navigue, la façon où les couleurs sont utilisées. Essayez au maximum d'être là-dedans. Il y en a qui réussissent de faire quelque chose complètement à part, genre Snapchat, mais c'est un ovni. Ça a été sûrement une force, mais de temps en temps, ça a été aussi une faiblesse parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas. Les tout jeunes se l'expliquaient entre eux, mais peut-être cette Snapchat aurait aussi très très bien marché avec une UX différente, on ne le sait pas. Mais en tout cas, un des premiers conseils, essayez de ne pas réinventer la roue là-dessus. Et le deuxième conseil, c'est que trouver un bon UX, ça va prendre des milliers de changements pendant des années et des années. Pour te dire, sur Album, ça fait 2 ans que je challenge la navigation et les boutons, tout le petit détail. Donc, il y a des A/B testing? Pas dans l'app, parce qu'en le faisant dans l'app, ça me prend trop de temps de développeur. Malheureusement, j'ai pas assez de développeurs pour le faire. Et c'est là le deuxième conseil que je voulais donner. Utiliser des programmes qui existent aujourd'hui qui te permettent de faire des mock-ups animés, donc des illusions de navigation totale. Et donc c'est toi qui le vis, pas tes clients du coup pour l'instant. Exactement, mais tu peux le montrer au gars, ou là où le mec il peut naviguer dessus. Tu peux faire tous les boutons cliquables. C'est compliqué à faire, il faut savoir quand même faire toutes les interactions possibles, ça prend vraiment du temps. Tu le fais ça toi? Ah oui, je le fais tout. Ah oui. Tu ne le fais pas pour des questions de budget? Non, je le fais parce que c'est la seule solution d'y arriver. Parce que pour arriver à voir une super expérience utilisateur, si je dois donner ça aux développeurs, ils vont développer pendant hyper longtemps et on va se rendre compte qu'on va aller dans le mur et donc on va perdre de l'argent et du temps de développement et c'est injouable. Et même en faisant ces mock-ups animés, on va déjà dans le mur. Mes développeurs ont dû déjà redévelopper des trucs parce que je me suis trompé pas mal de fois sur le UX et l'UI. Et donc, les applis que j'utilise, il y a Protopie qui est super, Principle, c'est celle que j'utilise qui est assez simple, et Protopie qui est la mieux aujourd'hui. Avec ça, moi vraiment, je conseille les gens, avant de même penser à quoi que ce soit, faites votre appli totalement vous-même et faites votre navigation, testez autour de vous, jouez avec pendant des mois et vous allez voir, vous allez changer. Et comment tu vis ce fait que ça fasse des mois? Parce que justement, on est dans une ère on veut du succès rapide, quoi. Ouais, mais moi non, comme tu l'as compris. En fait, les gens, ils se mettent toujours un objectif en temps. Ils se disent, il faut absolument que je sois arrivé là à telle date. Moi, je ne me mets jamais ça.
Parce que quand je faisais mes figures en roller, j'apprenais une nouvelle figure, et ben il y en a certaines, il m'a fallu 1500 sauts, d'autres 500, d'autres 2000. Je ne savais jamais ça au début. Le temps que ça prendra, c'est le temps que ça prendra. Et ça, le sport, tu penses que tu as renforcé en fait cette croyance profonde que tu utilises dans le business? Oui, bien sûr, parce que ça sert à rien de se parasiter la tête à se dire « Ah, si dans un an, j'y suis pas arrivé », mais peut-être pour y arriver, même en faisant un travail exceptionnel, c'est 2 ans en fait. Ce qui est important, c'est par contre de ne pas dormir au jour le jour. Moi, je me rappelle dans le sport, dès que je m'entraînais pas, j'avais vraiment cette petite voix dans la tête qui me disait « Putain, il y a sûrement un autre de mes compétiteurs là qui est en train de s'entraîner. » Je ne pouvais pas passer des vacances quasiment. Parce que je me disais « Putain, il faut que je m'entraîne. » J'ai pas envie d'être meilleur que les autres, j'ai envie de réussir mon rêve. J'ai aucune envie de vouloir être le meilleur en voulant écraser les autres. Au contraire, je suis hyper fair-play. Si quelqu'un gagne, je lui dis « Mais bravo, t'as été meilleur que moi. » Et je veux te donner toutes les chances d'accomplir ce qui est important pour toi. Ben voilà. Et quand ton rêve, c'est de devenir champion du monde, malheureusement, il n'y en a qu'un. Et donc, si tu t'entraînes pas assez, tu passes à côté du rêve. Tout à l'heure, tu viens juste de dire de ne pas réinventer la roue. Ma boîte s'appelle Paradox, donc j'adore tout ce qui est à la frontière. D'un côté, on a cette idée de casser les codes, réimaginer, réinventer, poser des nouvelles questions, essayer de faire différent, apporter une nouvelle expérience. De l'autre côté, on a de ne pas réinventer la roue. Ou la réinventer en fait. Quand je disais ne pas réinventer la roue, sur album par exemple, là, j'ai un des concepts, c'était de justement partir sur quelque chose qui existait déjà, mais essayer de mieux le faire. Mais d'une façon générale, je suis partisan au maximum d'essayer de chambouler les choses à 1000%. Je le dis souvent aux jeunes, mais on le voit, il y a des mecs tous les jours qui te créent une boîte ou qui inventent un truc, qui chamboulent complètement une industrie. Ça a été le cas avec le téléchargement de la musique, avec tout ça. Et aujourd'hui, on croit que tout est figé. Et finalement, on verra dans les 5 prochaines années, sûrement que quelqu'un va arriver à nouveau avec quelque chose dans une industrie. Il va tout rafler parce qu'il aura complètement changer le modèle. Justement, comment toi tu t'y prends entre cette vision, sachant que ça te donne de l'énergie rien que d'en parler, de réinventer les choses, et de l'autre côté, pas faire l'erreur peut-être de, comme tu disais, dans l'UX, de se dire « Ah non, je modélise rien ». Cette balance entre la vision, c'est que je veux réinventer le truc, et en même temps, il y a des bonnes pratiques, je peux m'en inspirer. Si on prend Albums, qu'est-ce qui fait par exemple que tu te dis pas « Non, en fait, je vais pas modéliser le truc d'Apple, je vais casser ça en fait ». Moi, je suis très stratégique, c'est-à-dire que j'analyse tous les petits points, puisque le rêve, au final, est d'atteindre cet objectif, donc de soit devenir champion, soit de créer une boîte, soit de faire des trucs comme ça. J'analyse en termes stratégiques tous les petits détails pour y arriver. Par exemple, dans la création d'albums, j'ai une vision première de faire un truc comme ça, mais j'analyse toute la façon où les gens utilisent, la façon où les gens vont payer, l'aspect sécurité, tout ce genre de choses. Et j'essaye d'affiner ma vision en rassemblant tous ces éléments. Maximum. Mais c'est difficile comme question. Après, il y a des moments, par contre, où quand j'ai du temps, je me plais à rêver à d'autres modèles. Où là, où je me mets aucune contrainte, où je rêve pour essayer justement de réinventer les modèles, à imaginer des trucs incroyables. C'est pour ça que j'essaye de me documenter, pour essayer toujours d'être au devant du train de la technologie. Parce que tu sais, la technologie, c'est comme un train qui avance à grande vitesse. Et le seul moyen d'avoir un coup d'avance, c'est d'être au devant du train. Tous les gens qui ont créé de grandes choses, ils avaient l'information avant les autres que ça allait être un grand truc. Pour l'exemple du Bitcoin ou de la crypto-monnaie, le mec qui avait plongé dedans il y a 10 ans et qui avait baigné dedans et qui avait compris la puissance de tout ça, il avait une longueur d'avance sur nous. Le seul moyen de vraiment arriver à avoir un coup d'avance dans le futur sur plein de modèles est d'essayer d'avoir une vision assez générale, très 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 avancée de ce qui va se faire. Et là, c'est en rencontrant des gens, en se documentant sur Internet, en étant curieux, etc. Alors, tu nous as parlé de challenger. Derrière tout ça, c'est quoi que tu aimes en fait? Qu'est-ce qui te plaît le plus d'ailleurs dans ton quotidien? Moi, j'aime créer d'une façon générale. J'aime créer et transmettre. Ouais, créer et transmettre. Une question qui aide beaucoup mon audience. Alors, tu nous en as donné pas mal dans ton enfance. C'est quoi les plus gros challenges dans les 5 dernières années, émotionnellement, pour toi? Alors, il y a eu un moment où ça a été dur, émotionnellement, quand j'ai été à 2 doigts de fermer la boîte on-off. C'était il y a 3 ans à peu près en arrière. Parce que j'avais déjà avancé beaucoup, la boîte existait, mais je cramais encore 250 000 € par mois et je n'avais pas un mois d'avance. Et je me retrouvais dans une période où je cherchais l'argent partout et j'avais 1 million d'euros de dette. La banque m'envoyait une lettre comme quoi ils allaient fermer le compte bancaire. Je ne pouvais plus payer le loyer au bureau. Heureusement, jusqu'à la dernière minute, j'ai pu payer les salaires. Et donc là,
j'étais à quelques jours du dépôt de bilan. Ça a été très dur émotionnellement parce que c'est pas les échecs. Et même si j'avais eu l'échec, c'est la vie. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais appris de ça et j'aurais sûrement recréé une autre boîte en faisant pas les mêmes erreurs, en faisant autre chose. En tout cas, sûrement avoir une boîte qui crame moins d'argent pour pas me reproduire dans la même situation. Tu vois, sûrement. Émotionnellement, ce qui a été très très dur à ce moment-là, c'est que je voyais le bout du tunnel. Je savais que ça marchait. Je savais qu'on grandissait. Je savais qu'on allait atteindre la rentabilité, que j'allais créer un truc. C'est vraiment, j'étais dans mon tunnel et je voyais la lumière. Il n'y avait que quelques mètres à faire. Il te manque un peu d'oxygène, quoi. Exactement. Et les gens autour de moi ne le voyaient pas. En tout cas, les fonds d'investissement ne le voyaient pas. Ça me rendait dingue. C'est-à-dire que je me disais, mais non seulement ça me rendait dingue de voir l'arrivée si proche que les gens ne le comprennent pas et d'avoir en plus tout mon avenir qui est basé sur ça. Parce que moi, j'avais pas particulièrement d'argent de côté. Comme tu le sais, j'avais mes parents à charge, etc. Et donc, j'avais la responsabilité pour moi et pour tout le monde. Et si là, je plante la boîte, c'est échec et mat, c'est retour à la case départ. Ça, c'était très dur. Et je me rappelle, j'étais en voyage à New York à l'époque et j'avais appelé un copain qui est un super copain qui avait eu des difficultés dans ses boîtes. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe quand on doit déposer le bilan ? Parce que j'en étais là. La situation, c'est quand tu sais que tu es en phase de déposer le bilan, si tu ne prends pas un administrateur et que tu attends trop longtemps, tu peux être accusé en plus de mauvaise gestion. Et après, en plus, à t'attaquer. Donc, il y a un moment, tu ne peux pas attendre la dernière minute pour prendre l'administrateur. Et donc, j'en étais là. Et donc, j'avais appelé quelques copains. Et donc, il y a certains copains qui m'ont conseillé de prendre un administrateur. Mon pote m'a dit non. Mon pote, il m'a dit, écoute, paye les salaires. Et quand tu as vraiment les huissiers au pied de la porte, tu leur fais un chèque. Et j'ai réussi finalement à trouver d'autres investisseurs derrière, dont un mec que j'ai croisé dans l'avion, il m'a donné en 2 heures de vol 300 000 € à la fin du vol. Attends, t'es dans l'avion. Dans l'avion. Tu ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et à la fin, t'as 300 000 €. Voilà, et je ne suis même pas à ma place. Ah bah raconte-moi ça quand même. C'est quel vol déjà ? C'est Tallinn-Paris. Ok. 2 heures et demie de vol. Je m'assois pas à ma place, je m'assois devant parce que je vois 3 places de libre pour m'allonger parce qu'évidemment je dormais pas la nuit. Et donc j'ai ce jeune mec qui arrive qui s'appelle Bruno, très sympa, un jeune mec de l'île de la Réunion qui est un entrepreneur génial là-bas. Il est arrivé, du coup j'étais dégoûté, je pouvais pas dormir. J'ai compris qu'il était français, je suis quelqu'un qui parle facilement aux gens et lui aussi. À quel moment ça bascule dans ta tête ? Au moment où je lui dis, toi tu fais quoi dans la vie ? Il dit, écoute, je suis entrepreneur, etc. Et je lui dis, moi aussi, je lui parle de ma boîte. À la fin du vol, il me dit, mais ta boîte, elle est super, elle est géniale, j'ai envie d'investir. Moi, je le prends à la légère parce que je me dis, Il y a plein de gens qui disent des trucs. Non, voilà, et je me dis, il va investir 5 000, 10 000 €, tu vois. Et donc, on se lève pour prendre les bagages. Et je lui dis par curiosité, mais dis-moi, par curiosité, tu veux investir combien ? Il dit, je sais pas, je vais en discuter avec mon associé cet après-midi, mais 300 000. Ouais, j'étais scié, quoi. Et ouais, on a fait le call l'après-midi, j'ai reçu l'argent sur le compte bancaire 1 semaine après. C'est pas que cette anecdote, parce qu'il y en a d'autres que j'ai perdues. Par exemple, il y avait un ami qui est un grand acteur qui devait investir. Il m'a pas dit combien, mais sûrement quelques centaines de milliers d'euros. Et je lui ai donné un numéro, malheureusement, qui avait été utilisé pour quelqu'un pour des petites annonces juste avant. Et donc, il a reçu tellement de spam. Il a dit, écoute, je n'investis pas. Comment tu gères ça d'ailleurs ? Je m'attache pas d'importance avec les échecs. J'apprends de chaque échec. C'est important d'apprendre. Mais j'avance. Je voulais revenir rapidement. Tu parles de tout à l'heure d'aller voir Sarkozy. T'es stressé ou pas d'aller voir Sarkozy ? Je ne peux pas dire stressé, mais je suis à la fois fier, enthousiaste. Fier, c'est pas parce que c'est Sarkozy particulièrement. C'est la fonction de président de la République. Moi, je suis pas politique d'une façon générale, mais être reçu à l'Élysée par le président... Quand tu as une enfance modeste, c'est pas ce que tu imagines tous les jours. Bien sûr. En plus, père algérien, mère grecque, etc. Donc, bien sûr, ouais, j'avais la pression, comme on dit. Tu le gères comment d'ailleurs ? Parce que ça, en plus, tu as fait plein de pitch à des investisseurs. Et en plus, j'imagine que là, pour le coup, il y a une corrélation avec le monde du sport qui doit être intéressante parce que tu sais que demain, tu vas performer. C'est quoi tes bonnes astuces ? Sur ce genre de choses, j'avais suffisamment de maturité pour pas paniquer, dit quoi que ce soit. C'est beaucoup plus quand j'étais plus jeune, où j'avais vraiment le trac, où je devais parler en public, etc. Et là, la magie m'a énormément aidé. Moi, j'étais beaucoup plus timide quand j'étais plus jeune. Et le fait de faire de la magie, ça a été un apprentissage incroyable. Parce que quand tu fais de la magie, tu dois oser prendre la parole en public devant plein de gens, attirer l'attention, contrôler l'attention des gens, jouer avec l'attention des gens qui vont essayer de te coincer, d'autres qui vont être dans ton sens,
leur faire des blagues, etc., etc., t'adapter à chaque caractère différent, cacher ce que tu veux pas montrer, accentuer ce que tu veux montrer. Et du coup, les pitchs dans mes boîtes après, c'était à chaque fois comme des tours de magie. Je faisais la démo de l'appli, le petit truc qui marchait pas, comme un tour de magie. Je savais à ce moment-là lui mettre la main sur l'épaule, lui dire un truc pour qu'il me regarde dans les yeux et qu'il voit pas le petit bug. Tac, et j'ai appuyé sur le bouton, je suis passé à l'écran d'après. Donc en fait, c'est ça qu'il faut rajouter aux incubateurs de start-up. C'est un cours de magie en fait. Un cours de magie, c'est clair. Non, ça m'a aidé beaucoup. Et après, j'ai aussi développé une technique qui m'a permis d'éviter le trac dans les moments difficiles. Là où ça a été le plus dur en termes de trac, c'est le moment des grandes finales. Dans le sport. Tu travailles pendant 1 an pour un championnat du monde, par exemple, et c'est pas une seconde après ou une seconde avant, c'est à ce moment-là, tu as un concentré de stress inimaginable, surtout quand c'est ta passion, ton rêve, et c'est le rêve, il est là, et tu fais un enchaînement de 20 figures qui sont toutes difficiles, t'as pas la peur de la chute, de te blesser, t'as la peur de rater ton run et perdre la compète, tu vois ce que je veux dire? Et donc, on peut très facilement être déconcentré et passer complètement à côté de sa finale. Dans ces moments-là, de grand stress, je veux dire, ton cerveau, il a tellement peur, il est déconcentré facilement avec des aspects extérieurs. Tu oublies complètement ce que tu dois dire ou le message que tu veux véhiculer, tu penses à autre chose, etc. Et le jour de la grande finale, c'est pareil, tu te dis, oulala, les compétiteurs, lui, il a fait telle figure, les juges, est-ce qu'ils vont me noter, le public, 20 000 personnes. Tu peux très, très, très facilement être sorti de ta concentration. Le seul moyen de rester concentré, en tout cas pour moi, c'est de hacker mon cerveau en lui répétant en boucle uniquement ce que je dois faire. Donc je l'empêche de penser à autre chose. Parce que dès que j'arrête de lui mettre un truc dans la tête, tout de suite, il part à côté, il se dit « Ouh là là, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça ». Quand c'était dans la compète, ce que je faisais, c'est que vu que j'avais un enchaînement de 20 figures, je me réimaginais les 20 figures et je me le répétais en boucle. Même si je savais ce que je devais faire. Rapidement Je disais, par exemple, tiens, tu fais telle figure là, j'entrecoupais ça de mots positifs. Mais par exemple, quand je faisais une émission en prime time et que je devais dire un texte devant 6 millions de personnes, un texte très précis pour un talk show, quoi que ce soit, j'avais peur de perdre mon texte de la même façon. Et bien là, avant de montrer sur scène, pareil, je me répétais uniquement le texte en boucle alors que je le connaissais par cœur. Je mettais quelque chose dans mon cerveau parce que si je ne me mettais pas quelque chose dans le cerveau... Alors tiens, tu parlais du texte. C'est le texte que tu te répétais ou tu t'imaginais dans la situation, dans la scène en train de le dire? Les deux, bien sûr, dans la scène. C'est-à-dire que j'étais là, j'entrecoupais le texte toujours de mots positifs. Tu vas le faire, ça va marcher, t'inquiète pas, aie confiance. Je me mettais toujours ces mots dans la tête. Et oui, je m'imaginais dans la situation. Avant d'avoir des grandes réunions ou quoi que ce soit, je revis la réunion avant. Et tu la revis qu'intérieurement ou par exemple, moi, un truc qui a beaucoup marché pour moi, c'est dans la douche, de faire le dialogue avec la personne. Je fais le dialogue complètement. À voix haute. À voix haute, ouais. Parce que ça, c'est un truc que beaucoup de gens font pas et se rendent pas compte en fait du pouvoir que ça a de s'entraîner, de se dans sa tête. Déjà, ça permet de s'entraîner, comme tu le dis, mais ça permet aussi d'éviter que ton cerveau se fasse happer par les peurs extérieures. Ouais, bah, tu vois, typiquement, effectivement, quand tu vas marcher sur le feu, le fait de te répéter une phrase en boucle, ça t'évite de commencer à construire ton image mentale, ton film de comment quoi tu vas te faire brûler. Exactement. Super intéressant. Et ça me fait penser à ce que j'ai interviewé Franck Leboeuf, lui demandé de me raconter la finale 98 et il m'a expliqué le battement de son cœur qui était bien intense jusqu'à arriver dans les vestiaires. C'était assez fou aussi. Ça, c'est clair. Alors, j'imagine. Il y a un truc que je faisais aussi dans les grandes finales, c'est que quand tu as une grande peur qui surgit, je sais pas, tu traverses la rue, tu n'as pas vu une voiture et d'un coup la voiture elle te passe devant les yeux, tu as comme un jet d'adrénaline dans ton corps qui te donne une force incroyable. Et ben, j'ai appris petit à petit à pas l'avoir autant évidemment, mais à essayer de la déclencher pour que mon corps soit dans cette situation. Comment tu fais ça? J'ai vu que tu fais ce geste-là. Voilà, en tout cas, j'essaye d'accentuer ma respiration, de rentrer dans une concentration, de bouger physiquement, de me mettre dans une situation de combat, en quelque sorte. Intéressant. Alors, je vais te faire rire. Je vais te donner une autre anecdote qui va te faire rire. Comment je pouvais arriver à dormir les veilles des grandes finales, parce qu'impossible de dormir la veille. T'as ton cerveau qui part à 100 à l'heure. Et du coup, c'est mon père qui me lisait des livres, des journaux politiques. C'était la technique à se m'endormir. C'est ça. Et quand j'étais à l'étranger, mon père m'avait du coup enregistré sa voix en un journaux politique, et comme ça je l'écoutais et je dormais.
C'est énorme. Ça, c'est une bonne astuce aussi. Bon, c'est cool. Des petites questions rapides. Questions et réponses rapides. Mohamed Ali ou Jordan? Mohamed Ali. Pourquoi? Écoute, pourquoi? Les deux sont juste incroyables. Mais ce que j'ai aimé sur Mohamed Ali, c'est qu'il avait les deux combats. Le combat Du sport. du sport et le combat dans la vie et dans le caractère qui s'est créé et tous les générations qu'il a ramenées derrière lui à travers. Il a été beaucoup plus emblématique parce qu'il n'a été pas que sportif. Ouais, c'était une mission, quoi. Voilà, c'était une mission. Est-ce que tu as un livre préféré? Écoute, ouais, il y en a un que j'aime bien, c'est de Khalil Gibran, c'est Le Prophète. J'aime bien, aux éditions Casterman, il est mieux traduit. Après, il y en a d'autres. Après, évidemment, j'ai relu les classiques dernièrement, genre en 1984, ou Le Petit Prince. Ah, Le Petit Prince, c'était génial à nouveau. Hein. Je l'ai relu dernièrement, je l'ai T'as eu une autre lecture, j'imagine. Ouais, une autre lecture. Vraiment, ça a fait chaud au cœur. T'as une citation préférée? Alors, préférée, évidemment, il y a celle de Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Il y a une citation japonaise, 7 fois à terre, 8 fois debout. Et après, il y a des citations que j'ai créées. Il y en a une qui me colle bien à la peau sur le lit d'hôpital. C'est « Quand vous êtes dans le noir au fond du gouffre, trouvez-vous un rêve, suivez-le aveuglément, il vous le ramènera à la lumière. » Parce que c'était ça. Finalement, plein de fois, j'étais sur le lit d'hôpital où un peu tout s'effondrait. Et finalement, je me suis trouvé un nouveau rêve, je me suis agrippé à ça. Et là, tous les problèmes étaient toujours là, mais je les oubliais au moins. Je suis censé accélérer, mais je te raconte juste ça parce que c'est hyper intéressant. Il y a une étude scientifique qui a été faite auprès de rats. C'est 2 salles, exactement les mêmes. Ils le remplissent d'eau. C'est comme un gruyère. Et le rat, en fait, va devoir nager pour arriver à la sortie s'il veut survivre. Les 2 boîtes sont en plastique. Dans une salle, c'est l'obscurité totale. Et dans l'autre sens, ils vont mettre de la lumière dans la salle. Et donc, c'est les mêmes conditions exactes pour les 2 rats. Hein, pour les rats qui sont ici et les rats qui sont là. Dans le cas de l'obscurité totale, après 3 minutes, vu qu'il ne voit rien, il va s'arrêter de nager. L'étude ne décrit pas pour le coup s'il les sauve ou pas, mais en tout cas, s'il n'est pas sauvé, il va mourir. Et à l'inverse, dans l'autre pièce, si le fait qu'il y ait la lumière, le rat va nager, je crois, au plus de 12 heures d'affilée. Et ce que ça montre, et qui est hyper intéressant parce que par rapport à ce que tu décris, c'est que la seule différence qu'il y a, c'est pas les conditions, c'est que dans le deuxième cas, le rat, il a de l'espoir qu'il va pouvoir sortir du tunnel. Et donc, du coup, il persévère, je sais plus, c'est genre 1000 fois plus parce qu'il se dit qu'il peut sortir. Incroyable. Intéressant. Est-ce que tu as une app préférée, toi qui adore les UX? Une app préférée, waouh. Finalement, c'est pas très très innovant, mais aujourd'hui, même si ça rend un peu trop fou les gens, mais Instagram est une invention diabolique, mais incroyable. Oui, il y a beaucoup à apprendre. Ça rend fou la jeunesse et ça, c'est dommage, même, tu vois, puisque tout le monde est à la course à se paraître, etc. Mais cette invention d'Instagram a été très, très, très impressionnante. Tu l'as peut-être dit, mais c'est quoi, pour les gens qui sont importants pour toi, un message que tu as envie de leur transmettre ou quelque chose que tu aimerais, si on pouvait retenir qu'une seule chose de toi et que tu pouvais marquer, je sais pas, sur un énorme tableau géant que l'humanité peut voir, tu aimerais écrire quoi? Quelque chose relié au rêve. C'est-à-dire que je trouve que les gens ne rêvent pas assez. Donc, ça serait une phrase reliée au rêve. Les gens sont trop sérieux. Ça t'autorise pas assez à rêver. C'est-à-dire que quand on se rend compte à quel point la vie est courte, c'est diabolique. C'est-à-dire, tu vois, regarde, j'ai 45 ans aujourd'hui et je me dis, globalement, je suis à la moitié. Tu vois, alors, avec la science, tu as peut-être des chances. Peut-être, oui, mais bon, voilà. Mais à peu près à la moitié. Et c'est là que tu te rends compte, le court chemin, finalement, parce que quand tu es à la moitié, tu arrives à imaginer, à voir le temps que ça a passé pour en arriver là, et tu te dis, oh, putain, il te reste que ça en temps. Et donc, dans cette période qu'on a ici, de ne pas tenter de faire des choses qui nous plaisent fondamentalement. Donc c'est pour ça que je dis rêve, mais rêve, ça veut dire passion, ça veut dire vraiment faire ce que t'aimes. Et les mots de ce monde, MAUX évidemment, c'est vraiment la connaissance. C'est-à-dire que ce qui me désole un petit peu, c'est le manque de connaissances d'une façon générale. J'ai la chance de vivre maintenant de rencontrer des gens hyper intéressants et d'avoir une connaissance du monde, du business, de l'industrie, de la science, de l'écologie, de plein de choses. Alors, je ne suis pas au top de la connaissance, j'ai plein de choses à apprendre comme tout le monde. Mais il faudrait qu'on arrive à donner plus de connaissances à beaucoup plus de gens. C'est sûr que les gens ne réalisent pas à quel point la connaissance, ça peut changer ta trajectoire. C'est un truc de fou. Sûr. Et surtout que c'est accessible maintenant de plus en plus facilement. De plus en plus facilement, etc. Mais elle est mal distribuée. Mal distribuée parce que dans tous les médias, d'une façon générale, ils ne sont pas dans l'apprentissage, ils sont dans le buzz et dans
dans le nombre de clics. Donc, quand tu cherches le clic, tu ne cherches pas à enseigner, à faire évoluer les gens, tu cherches du sensationnel. Ce qui est un peu triste parce que oui, bien sûr, tu fais du clic, tu fais du sensationnel, 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 mais à la fin, tu appauvris les gens psychologiquement. Et à la fin, oui, à la fin, tu as ceux qui sont en haut qui contrôlent un peu plus ceux qui comprennent moins. Ça, c'est un peu triste. En tout cas, Taïg, tu m'as vraiment inspiré. Tu m'as mis les larmes aux yeux d'ailleurs. Donc c'était vraiment bon. Merci Taïg. Merci.